Bienvenue dans Avec Vanda. Aujourd'hui, je reçois Mehdi Favry, chef et entrepreneur culinaire passionné, habité par une soif d'apprendre et une envie furieuse de créer. De son enfance à la co-création de ses restaurants, en passant par des détours improbables entre droit, labo culinaire et web-série, Mehdi nous raconte comment il a transformé ses idées en projets et ses doutes en moteur. Bonne écoute! Salut Mehdi. Salut Vanda. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Oh. Si je t'ai invité aujourd'hui, c'est qu'on s'est rencontrés il y a 3 ans à peu près. Tu allais sortir avec Marine et Julia ton premier restaurant de terre, le Maslow. Et déjà, à ce moment-là, je te trouvais extrêmement solaire, avec une foi indéfectible dans le projet que vous aviez. Le restaurant est sorti, la foi est restée et les restos, là on en est à 2, voire bientôt 3 restaurants qui sortent, enfin le 3e qui va sortir. Et je te vois toujours aussi animé par tout ça, aussi heureux, aussi talentueux. Enfin, je vais arrêter dans les compliments pour pas te faire rougir. Mais du coup, tout ça, ça m'a fait me poser la question de comment t'en étais arrivé là. Et moi, j'adore explorer cette question. J'ai toujours besoin de savoir d'où on vient, par quoi on est passé, qui tu étais quand t'étais petit, ou même, on peut remonter aux ancêtres et tout. Enfin, vraiment, qu'est-ce qui a fait que t'en es arrivé là, Mehdi, chef de 3 restaurants, voire plus, dans un futur très proche. Est-ce que ça te va ? Ça me va. Alors, pour commencer... On peut commencer de ta naissance à tes 10 ans, par exemple. Où est-ce que tu as grandi? Dans quel environnement? Des frères, des sœurs? Qu'est-ce que tu aimais? Qu'est-ce que tu n'aimais pas? Qui était le petit Mehdi? Très bien. Eh bien, je suis né de 2 parents, un peu comme tout le monde. Mon père était d'origine marocaine. Okay. Marocaine, des origines plutôt du désert, donc noir, cheveux crépus. Mon père ressemblait à Denzel Washington, jeune. Ah, pour joli. situer le métissage. Arrivé en France à 15 ans, 14 ans, et jamais retourné au Maroc. C'est fou, comment il est arrivé en France? Pour quelle raison? Il est arrivé en France parce qu'en fait, mon grand-père était venu parce que, voilà, l'Eldorado de l'époque, il y avait besoin de travailleurs. Donc, en fait, il est venu en France pour travailler dans le bâtiment. Ok. À 15 ans déjà? Non, mon grand-père. Ah oui, ton grand-père. Mon grand-père, ouais. Et mon grand-père avait, du coup, 5 fils. Ok. Donc, qui, eux, restaient au Maroc. Mon père me raconte dans une misère, mais qui leur plaisait. Il en avait des bons souvenirs. On mangeait de la viande 1 fois par semaine. Et sauf qu'au bout d'un moment, quand l'État français s'est rendu compte que mon grand-père, qui travaillait dans le bâtiment, et il y avait besoin de beaucoup de travailleurs dans le bâtiment, avait 5 fils, ils l'ont sommé de faire venir ses fils en France pour qu'ils puissent eux aussi travailler. Ah ouais? Oui, bah, c'est quelque chose que j'ai appris assez récemment, en voyant même la lettre, la vraie lettre. Donc du coup, bah, ni une ni deux, ma grand-mère et du coup mes oncles et mon père sont venus en France. Ah, c'est dingue, je savais pas du tout que ça se faisait, ça. Bah, moi non plus, en fait. Et en fait... c'est une obligation. C'était pas une obligation, mais on te faisait comprendre que il y en avait besoin. Okay. Donc voilà. Et du coup, bah, dans la foulée, ouais, j'ai pas mal d'oncles qui sont mis à travailler dans le bâtiment, dont un qui a réussi à quand même gravir pas mal d'échelons, parce qu'il est devenu secrétaire général de Bouygues Rénovation Privée. Donc, donc qui migrait, c'est assez rare. Et ils habitaient où, du coup, à ce moment-là? Ils habitaient, alors moi, ici, on est dans le 20e, on enregistre dans le 20e, et je suis un enfant du 20e, donc j'ai toujours, quasiment, à part peut-être des petites brides d'années, mais vécu dans le 20e. Okay. Ma mère a vécu dans le 20e et à Montreuil, donc c'est vraiment porte de Montreuil qui était mon coin, et mon père, pareil, dans le 20e. Ah ouais. Voilà, donc c'est un arrondissement auquel je suis assez attaché. Ok. Donc voilà, ça c'est pour mon père, et ma mère, elle a des origines de Guadeloupe et d'Italie par son père, mais elle a vécu qu'avec sa mère, Marie-Eugénie, est née à Montreuil, voilà, aussi. Okay. Mon père a fini par être chauffeur-livreur, donc il distribuait les journaux gratuits. Ouais. À l'époque, Paris Boum Boum, Paris Paname, puis plus récemment, Direct Matin, tout ça. Et ma mère, elle a commencé secrétaire, et maintenant elle est assistante de direction dans la banque. Ok. Voilà. Très bien. Gravi les échelons un peu aussi. Et est-ce que tu avais des frères, des sœurs?
Question un poil compliquée. J'ai grandi comme un fils unique. J'ai découvert quelques demi-frères et sœurs tardivement, pas au décès de mon père, donc voilà. Ah ouais. Mais du coup, j'ai grandi vraiment comme un fils unique dans un HLM dans le 20e. Je suis né dans le 19, mais après j'ai grandi du coup à Porte de Montreuil. Et voilà. Et t'étais comment? T'étais créatif? Est-ce que t'aimais déjà la cuisine? Est-ce que t'étais un être social ou plutôt dans ton coin? J'étais assez compliqué. Dans le sens des troubles qu'on te diagnostique facilement maintenant, mais assez peu à l'époque. Donc grosse hyperactivité, problème d'attention, HPI qui disent maintenant. Ouais. Donc du coup assez turbulent. Puis fils unique, donc du coup, faut attirer un peu l'attention. Ouais. Fils unique en famille monoparentale, puisque j'ai grandi avec ma mère. Donc, plutôt très curieux, passionné, mais assez intense. Et passionné par quoi, à ce moment-là? Passionné par tout. Passionné, j'ai une période où j'étais passionné d'astrologie. J'avais acheté un télescope, mais très jeune, etc. Ensuite, passionné de biologie, donc microscope, etc. Enfin, vraiment plein de choses. J'étais passionné de biologie très très longtemps. Le premier métier que je voulais faire, c'était vétérinaire. J'adorais les animaux, je voulais être vétérinaire. Mais à la fois, très créatif. Parce que, je te donne des exemples, mais les cartes Magic ou les cartes Yu-Gi-Oh, ça coûtait trop cher. Donc avec un de mes amis, on avait créé un vrai jeu qu'on avait commencé à distribuer, à troquer à l'école. Et on avait notre jeu de cartes, nos cartes qu'on dessinait avec nos règles, etc. Ah ouais. Ça s'appelait comment? Je me rappelle même plus quel était le nom de ce truc, parce qu'il y a eu plusieurs versions. Je créais des groupes de musique, des petits projets en fait. J'avais un peu l'esprit à l'époque... Petit chef, je me rappelle de la psychologue à l'époque, dû aux troubles d'attention, à l'hyperactivité, etc. On a quand même essayé de voir ce qui se passait. En fait, ils se sont rendus compte que je m'ennuyais fortement à l'école. J'avais un peu d'avance. Et elle m'avait donné un livre qui m'a marqué, qui s'appelait « C'est moi qui commande ». Ah. Ouais, c'est moi qui commande, parce qu'en fait, j'avais envie de tout commander, tout le temps. Et c'est l'histoire d'un petit garçon, ce livre, pareil, qui est très méchant. Pas très méchant, mais en fait, qui va toujours embêter ses camarades, qui veut tout diriger, etc. À la fin, ça finit bien, parce que c'est un livre pour enfants, où il finit par comprendre, ils arrivent à comprendre quel est son problème, et il arrive à être inclus dans le groupe. Mais ouais, un peu ça au début. T'étais très directif. Voilà. Ouais. Tu savais ce que tu voulais. Je savais ce que je voulais, je pense. Ouais, je savais ce que je voulais, et à la fois très pragmatique, puisque si on part un peu après, je voulais être vétérinaire. Je me suis dit, bah tiens, je vais aller voir comment ça se passe en été. Donc je toque chez tous les vétérinaires, cliniques vétérinaires du quartier. Je dois avoir 14 ans. Et je me retrouve presque un mois dans une clinique vétérinaire. Ah ouais. Pour me rendre compte que c'est finalement pas ce que je veux faire. Ouais. Donc voilà, jusqu'à mes 10 ans, ça donnait à peu près ça. Waouh. Ensuite, du coup, jusqu'à tes 18, comment ça se passe? Est-ce que tu gères justement, j'allais dire mieux, mais non, en fait, tu gères à ta manière, c'est pas mieux du tout, toute cette partie-là. Comment ça se passe à l'école? Comment tu grandis? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire après le bac? Ouais, j'ai mis un peu de temps à être apaisé, mais ouais, j'ai de très bonnes notes à l'école, genre sans trop travailler, j'ai vraiment de très bonnes notes, et je suis capable d'avoir chaque trimestre et les félicitations et un avertissement comportement, tu vois. Ah, c'est dingue. Donc ça doit rendre fou les profs, quoi. Oui, mais du coup, ça crée ils se rappellent de moi encore maintenant, et ça crée des relations assez spéciales. J'ai une relation assez spéciale à l'éducation et aux professeurs. C'est une autre époque, c'est les années 90, tu vois, on a eu une prof, on était en zone assez défavorisée, etc., on nous écoutait pas trop. J'avais une prof qui m'enfermait, moi et une autre élève métisse, dans le placard pendant tous les cours en maternelle. Et c'est un jour ma mère qui se rend compte, elle pensait que je disais encore des bêtises. Quand à chaque fois qu'elle me disait comment s'est passée ta journée, je lui disais oh bah j'étais dans le placard. Je pensais que c'était une blague jusqu'au moment où ils sont allés vérifier. Donc ouais, beaucoup de méfiance. Ça a fait de moi un chat un peu méfiant pendant longtemps, et avec une horreur. Je pense que ce qui m'anime, c'est que j'ai une grande horreur de l'injustice. C'est quelque chose qui si je suis pas aligné avec les valeurs des gens, etc., ça crée facilement des blocages. Donc collège, de très bonnes notes. Donc ma mère me pousse vers un lycée général. À cette époque-là, je me dis bon,
je vais faire du droit. Pragmatique, je vais faire un stage dans un cabinet d'avocat. Et en fait, déjà, ce qui m'avait bloqué dans le cabinet vétérinaire, dans la clinique vétérinaire, c'est qu'en fait, c'était incroyable. Je participais aux opérations, on me faisait tout voir. À 14 ans. À 14 ans. C'est ouf. Et des opérations faciles, hein, des castrations, des Ouais, trucs. mais quand même. Déjà, je vois tout ce sang. C'est de la boucherie, en fait. Faut dire pareil pour les docteurs. On a beaucoup de respect pour les chirurgiens. Mais quand tu y réfléchis, en fait, c'est de la plomberie. Et en fait, le dernier jour, une femme vient avec 2 femelles Rottweiler magnifiques, trop gentilles, etc. Elle me dit « Bonjour, je viens pour faire piquer mes chiens. » Bonne santé, les chiens, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont malades? Non, ils sont en bonne santé. Je vais vivre en Allemagne, il faut un permis, c'est interdit. Donc je dois m'en séparer. On se retrouve à piquer 2 chiennes en bonne santé. Mais on peut, ça? Oui. On se retrouve d'un instant, il y a une bonne raison. Après, on est dans les années 2000. Ouais. Donc je sais pas te dire, ça n'a pas évolué. Donc du coup, c'est ce qui m'a fait me dire qu'en fait, non, injustice, non, j'ai pas envie de faire ce métier. T'as pas voulu repartir avec les 2 chiens? Bah si, mais j'en avais déjà un. Et pareil, le cabinet d'avocat, donc pareil, il m'emmène vraiment partout. J'ai de la chance que je fais des super rencontres. Donc je fais le tribunal du commerce, je fais le tribunal d'instance, je fais vraiment tout. Il y avait même un procès contre un chanteur de l'époque qui s'appelait Faudel. Ah, mais oui. Oui, voilà. Qui avait signé une tournée de concerts. Il avait pris la compte, il avait pris l'avance et il n'avait jamais fait les concerts. Mais non. Voilà. Le petit prince du rail. Voilà, exactement. Et donc du coup. Et t'avais quel âge à ce moment-là? Je sais pas, là je dois avoir 15, 16 ans. Mais c'est dingue tous les stages que t'as fait avant tes 18 ans. Ouais. Et du coup, quand je questionne l'avocat en lui disant quelle affaire dont vous êtes le plus fier, la plus compliquée et dont vous êtes le plus fier, il me dit en fait un jour j'ai un homme bourré qui a jeté une télé du haut du périphérique à Porte de Montreuil, donc ça me touche, à côté de chez moi. Ouais. Il a tué une femme et ses 2 enfants et j'ai réussi à le faire acquitter en prouvant qu'il avait des problèmes de vue et qu'il avait trébuché. Et là en fait du coup j'ai exactement la même réaction que toi et l'avocat me dit mais tu sais on défend pas que des gentils en fait. Ouais, non, mais... On défend beaucoup de méchants. Je sais pas comment ils font. Comment ils font pour se regarder ensuite quand ils rentrent chez eux, quoi. C'est horrible. Tout le monde a le droit à une défense. Mais donc, du coup, je me suis dit encore une fois que c'était pas pour moi. Si on fait un petit retour en arrière, je cuisinais déjà. Ah, c'est vrai ? Je cuisinais déjà pas mal, puisque, en fait, comme je t'ai dit, j'étais en famille monoparentale. Ma mère, en fait, pour subvenir à nos besoins, avait plusieurs jobs. Donc, elle était secrétaire le jour. Elle faisait... C'était l'époque où on commençait à quitter les machines à écrire, etc. Il y avait les ordinateurs. Et en fait, beaucoup d'écrivains ne savaient pas utiliser un ordinateur. Donc, ma mère prenait leurs notes sur les cahiers et retapait les livres. Et donc, j'ai assisté à des discussions incroyables avec des écrivains... plutôt connus, qui échangeaient avec ma mère. Ma mère leur faisait ses retours sur le livre, etc. Et donc, elle faisait ça. Et elle prenait un jour par semaine pour profiter de ses amis et avoir une vie sociale. Donc, elle allait faire de la danse. Et pendant un temps, c'est mon père qui venait me garder. C'était avant mes 10 ans. Hein. Ensuite, ma grand-mère. Et un jour, plus personne n'a pu venir me garder. Et en fait, quand ma grand-mère ou mon père venaient me garder, ils en profitaient pour faire à manger pour ma mère, pour quand elle rentre. Okay. Et ce jour-là, je me suis dit, mais maman, elle va rentrer. Elle aura rien à manger. Donc j'ai commencé à prendre les petits plats dans les grands, à essayer de bricoler un truc à manger. Je me rappelle même ce que j'avais fait, une recette ridicule que j'ai fait longtemps parce que ma mère me la réclamait, j'étais petit. Hein. C'était des tomates que tu taillais comme si tu faisais un panier. Et dedans, tu mettais une petite rillette de thon. Donc je faisais une mayonnaise parce que j'avais vu pendant longtemps mon père faire sa mayonnaise et nous vanter sa mayonnette à la fourchette avec du thon, T'as etc. fait monter une mayo à 10 ans. Après, j'avais vu mon père des tas de fois le faire. Et donc... farci là-dedans et je mettais les petites serviettes dans les verres, etc. Et donc elle est rentrée et c'est devenu un peu un rituel en fait. Du coup, chaque jour, à chaque fois qu'elle allait à la danse, je faisais à manger. Mais ayant des bonnes notes à l'école, la cuisine étant ce qu'elle était à l'époque, avant la médiatisation, avant tout ça, ma mère me disait faudrait mieux faire autre chose quand même. Tous les gens que j'interviewe me disent exactement la même chose. C'est dingue. Hein. Donc je me retrouve en lycée général, la Nation, sur une année
catastrophique. Ouais, catastrophique dans tous les sens. L'école me convient pas, je sais que c'est pas vraiment ce que je veux faire. C'est l'époque où tu commences à avoir une vie sentimentale et où tu gères mal tes up and down. Non, mais tes up and down, tu vois. C'est l'époque où tu te fais rejeter, c'est l'époque où tu vois. Donc voilà, ça me plaît pas tant que ça. Ça se passe pas très bien. Je me lie d'amitié avec un gars qui devait avoir redoublé 3 fois ou 2 fois cette classe. Et c'est un des drames, je trouve, de l'éducation française, c'est que ce gars avait un talent incroyable. Ce gars rêvait d'être mangaka. Le mangaka, c'est celui qui dessine les mangas, etc. Et donc, du coup, il passait ses journées au fond de la classe à dessiner des mangas. Donc moi, je suis un homme de lubie. J'avais beaucoup de lubies, donc je me dis, je vais apprendre avec lui. Donc je passe 1 an à apprendre à dessiner, à faire des mangas, et à la fin, je finis par savoir dessiner, faire des mangas. Mais en ayant très peu suivi ce qui s'est passé à l'école. Et donc, j'ai eu de la chance à ce moment-là, parce que mon meilleur ami, que je connais depuis mes 6 mois, et dont nos mères étaient quand même assez amies. Ah oui, comme ton frère, quoi. Voilà, exactement comme mon frère, va à l'école hôtelière. Donc ça casse un peu le sujet, ça change le scope. L'année a été tellement catastrophique, parce que plein d'autres problèmes aussi dans ma vie perso, que ma mère finit par céder, par me dire bon ok, va à l'école hôtelière, fais ce que tu veux, mais je te préviens, c'est un métier dur, tu gagneras pas bien ta vie, etc. Mais je te fais confiance. Et donc je me retrouve à l'école hôtelière, du coup je dois avoir, je sais pas, à quel âge tu finis, à quel âge tu es en seconde 16 ans. Ouais, voilà, donc ça doit être à peu près à 17 ans. Ok. Voilà. Il était où, le lycée hôtelier ? Et alors j'ai commencé dans une école, un CFA en alternance, pour rejoindre mon meilleur ami qui était dans celui-là, sans trop réfléchir, qui s'appelle l'EPMTTH à Levallois, sachant que j'habite dans le 20e. Ouais, donc à l'opposé. À l'opposé, en alternance, dans une brasserie dans le 3e, pas loin du travail de ma mère, une brasserie où on mangeait souvent, parce que j'allais souvent, n'ayant pas de garde quand j'étais petit, j'allais souvent au travail de ma mère, et donc je me retrouve là. Et c'est une nouvelle année catastrophique. Ah ouais ? Catastrophique, dans le sens où j'arrive dans cette école hôtelière, ce CFA, qui est clairement une voie de garage. Dans cette école, c'est une usine. Je suis avec des gens qui me correspondent pas, encore une fois, parce que, ayant été assez mal orienté, en ayant fait le lycée général, j'aurais pu faire un BEP en 1 an. Je me retrouve à faire un BEP en 2 ans, donc être avec des gens qui sortent du collège, qui ont été placés là. Donc une classe un peu compliquée. Et qui n'ont pas forcément choisi d'être là. Qui n'ont pas choisi, qui n'ont pas envie d'être là, beaucoup de violence. La violence encore, j'y étais habitué, parce que comme j'ai quand même grandi en ZEP, c'était quelque chose qui était assez courant, mais tu vois, je ne m'attendais pas à retrouver à Levallois. Ouais. Une forme différente. Et les notes, très très bien, sans problème. Mais alors l'alternance, je me retrouve dans une brasserie, à l'étage, dans une cuisine hideuse. À 17 ans, t'es pas prêt à ne plus avoir de week-end, ne plus avoir de vacances, d'un coup comme ça, de façon abrupte. Et faire une cuisine, voilà quoi, je faisais des purées, des blanquettes, des crèmes brûlées, etc. Donc à la fin de l'année, j'arrête. Ok. J'arrête, je me dis, bon, ma mère avait raison, c'est pas pour moi. Et c'est un peu comme les tests des stages vétérinaires, exactement. Avocat. Et du coup, je me dis, à ce moment-là, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi ? Je me suis gâché un peu. Donc on arrive à la... C'est dingue que tu te dis ça, je me suis gâché alors que t'as même pas 18 ans, quoi. Et t'as déjà essayé tellement de choses. Pour revenir un peu en arrière, ce qui m'anime, c'est une peur de rater et une envie d'aller assez vite. Si je rentre dans le privé, puisqu'on est ensemble, je suis en confiance. Ma mère ne pouvait pas avoir d'enfant de base. Ma mère, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a essayé 4 fois, grossesse extra-utérine, fausse couche, etc. On lui a dit, madame, en fait, il vous reste une trompe rafistolée. Si vous continuez, vous allez vous tuer. Ma mère a dit, en fait, moi j'ai une enfance terrible. Je me vois pas vivre sans avoir un enfant, donc je vais continuer. C'est pas grave. Si je dois continuer et voilà. C'était sa raison de vivre. C'était sa raison de vivre. C'était son objectif principal. Plus que l'extraction sociale. Et du coup, un jour, je finis par arriver. Le miracle. Quoi. Le miracle. Le bébé le plus moche de l'histoire. Clairement. Un bébé, mais cassé, prématuré. Un œil à moitié fermé.
Ah ouais. Une jaunisse, les pieds palmés, en couveuse, etc. Donc pendant presque 2 ans, ma mère devait dormir assise, avec moi assis ou attaché au lit, parce qu'en fait, je gardais rien de ce que je mangeais. Ouais, c'était assez horrible. Je hurlais H24. Ma mère a tellement de mérite. J'étais un bébé qui hurlait H24. En fait, moi, je supporterais pas ça. Ouais. H24. C'est ses collègues qui disaient, en fait, en voyant ses cernes, en voyant cet état de fatigue, qui après le travail disaient, on va passer 1 heure, on te garde midi, et toi, va te poser dans un parc, va te reposer, quoi. Donc du coup, je sais pas, peut-être avoir grandi en sachant que potentiellement j'aurais pas pu être là, ça m'a donné envie d'aller vite, d'avancer, et du coup, à ce moment-là, et de me poser beaucoup de questions. J'étais un enfant, mais tellement anxieux, me posant des questions existentielles que tu te poses pas à des âges précoces. Ouais. Et donc du coup, j'en arrive là, cette année, j'arrête. On est en septembre, etc. Je veux pas y retourner, je suis paralysé. Je commence à regarder des formations pour être soit photographe, soit retour aux animaux et à ma première passion, toiletteur pour chiens. Donc je cherche, ma mère me voit sur l'ordi en train de chercher, etc. Au bout d'un moment, elle me fait « Mehdi, finis au moins ton année. » Enfin, l'année n'était pas finie encore. Non, c'est la première année de BEP, finis ton année, et après t'avises, après tu feras ce que tu veux. Donc je me questionne, je me dis « Ok ». Mais je retourne pas là-bas, quoi. Je retourne pas en alternance, je retourne pas dans cette école. Je vais chercher une école en continu, en parcours initial, sans alternance, et je vais voir ce que ça donne. Et ton pote, lui, il restait dans l'école ou... Mon pote, ça s'est très mal passé. Mon pote était vraiment pas bon pour l'école, c'était pas son truc. Et comme tous les gens, en fait, de ce quartier, de là où j'ai grandi, finalement. C'est dur en fait de pas tu répètes des schémas en fait, et il y en a qui arrivent à en sortir et il y en a qui n'y arrivent pas. C'est assez donc lui non, c'est pas spécialement bien passé. En plus on n'était pas sur le même rythme, donc on se croisait jamais. Une fois tous les... Lui il faisait un CPA, lui il avait fait en fait une 3e professionnelle. À l'époque tu pouvais dès la 3e faire une première comme ça. Moi j'avais passé le brevet des collèges, j'avais eu mon brevet des collèges, etc. Donc du coup je me mets en quête, je regarde toutes les écoles, Jean Carré, Jean Drouin, Météric, Béliard, j'écris à tout le monde, tous ceux qui sont pas en alternance, je me fais recaler partout. Partout, parce que l'année scolaire est déjà commencée, on est en octobre. Non, ça marche pas comme ça, monsieur, désolé, l'année prochaine, etc. Qu'est-ce que je vais faire pendant 1 an, moi surtout que je suis hyper actif, je vais faire quoi? Du coup, retour à l'école maudite, où je retourne et où là, il y avait une médiatrice incroyable qui me dit « Attends, je vais essayer quelque chose ». Elle appelle le proviseur adjoint de Guillaume Tirel dans le 14e, une école toute neuve, qui était Jean Drouin dans le 19e et qui avait déménagé. Et elle lui dit « Écoutez-moi, monsieur, je vais vous faxer ». À l'époque, il y avait des fax incroyables. « Ça vous coûte rien. Je vais vous faxer le dossier scolaire de Mehdi et ensuite vous aviser. Mais ça vous coûte rien de le regarder. » Ah bon, d'accord, ok. Donc elle faxe le dossier. Le lendemain matin, il m'appelle à 7h ou 7h15. Il me dit, je vous veux à 8h dans mon bureau. Mais non. Donc moi, j'habite à Porte de Montreuil. L'école est à Raspail. C'est impossible. Il me faut à peu près 45 minutes. Alors là, branle-bas de combat dans tous les sens. Bam. Je cours, j'arrive, pile poil. Je le vois au fond du couloir. Il me fait, Mehdi, ah c'est bon, vous êtes pris. Je voulais juste voir si vous arriviez à l'heure et en costume. Heureusement, j'étais à l'heure, en costume. Ah ouais. Rien qui dépassait. C'était un test, quoi. C'était un test. Voilà. Incroyable. Et incroyable, cette médiatrice, quoi. Ça dépend toujours aussi des rencontres. C'est ça. Et donc, je me retrouve dans cette école, Guillaume Tirel, finir mon BEP. Finalement, je me retrouve même pas en cuisine, puisqu'il restait une place, mais il y a des options, en fait. On faisait quand même de la cuisine, mais l'option, c'était service. Ok. Donc, je me retrouve à faire du service. Cette école est incroyable. Je passe des très bons moments. Très très bon moment, et donc je finis cette année-là, je continue, donc je fais à l'époque une classe passerelle. Il y avait beaucoup de classes passerelles à l'époque, c'était assez pratique, donc qui s'appelait la première d'adaptation, qui te permet de rebasculer vers le lycée technologique et général. Donc je fais cette première d'adaptation. Encore une fois, je croise une prof incroyable et qui je suis encore en contact, une prof d'éco-gestion, et qui ça se passe très bien, mais encore une fois toujours dans cette relation, on me déteste. C'est blanc ou c'est noir.
Et avec cette prof, on a une relation très fusionnelle. J'étais très fort dans sa matière, mais il y en a d'autres en fait qui aimaient pas cette espèce de. J'étais insolent en fait. J'étais insolent. J'avais une tendance à vouloir, comme tout me passionnait. Des sujets, j'allais les creuser à la maison, etc. Ouais. Et en fait, j'avais ce côté où à la fin tu poses des questions et en fait tu mets même tes profs dans l'embarras en fait. Oui, t'en sais plus que quoi au bout d'un moment. Ouais, t'as un peu plus creusé le sujet. Ouais. Et donc ça se passe bien. Je fais cette première adaptation. Je fais ce bac techno. Où là, ça se passe aussi super bien, super classe, super prof, super école. Je passe mon bac techno hôtelier, que j'obtiens, mention très bien, major de promotion. Ah ouais. Ouais. Fun fact, un jour, après avoir eu ça, un jour, je vais sur mon compte bancaire et je vois que j'ai 4 000 € qui sont apparus. J'appelle ma mère, elle me dit surtout touche pas. On sait pas d'où ça vient. Touche pas. C'est une erreur. C'est un code de virement qui a aucun sens. Je le tape sur internet et là je vois en fait qu'on m'a donné une bourse au mérite, etc. Incroyable. Oui, c'est vrai que les mentions très bien. Ouais. Oui, il y avait des virements. En plus j'étais major de promotion, donc en fait ça m'a vraiment major de promotion académique. Donc ouais. Et c'est dingue qu'ils te préviennent pas. On ne prévient pas. On te verse de l'argent. Hello, ciao, bye bye. Ok, très bien. Je m'étais dit, ouais, je vais passer le permis. Enfin, j'ai toujours pas le permis. Je vais faire des trucs. Au final, j'ai fait tous les nouveaux étoilés de Paris, tous les nouveaux étoiles. L'époque de, justement, c'est là où j'ai découvert la Gazeta, l'époque Peter Nilsson, le Chateaubriand, David Toutain, quand il a ouvert son restaurant, etc. Une très belle époque, Akram. Donc, je fais tous ces restaurants. J'achète une machine à café professionnelle pour chez moi, faire du latte art, du café. Je m'étais passionné pour le café. Mais en plus, t'étais vachement précurseur, parce que latte art, c'était pas encore la mode comme ça l'est maintenant. Et j'avais eu la chance de participer, du coup mes profs tout de suite, les profs qui m'aiment bien m'inscrivent, telle une bête de concours, donc je fais plein de concours, que ce soit de la salle, de la cuisine, etc. Et je me retrouve à faire le concours Malongo. Et du coup, à cette époque, il y avait déjà, donc ils te donnaient des notions sur l'expresso, les extractions. C'était pas la mode des méthodes douces, mais du coup, par contre, tu faisais aussi du latte art. Ah, c'est dingue, parce que c'était il y a 20 ans, c'est ça? C'était en 2012, non, donc il y a 12-13 ans. Ok. Je le sais parce que j'étais juré là-bas l'année dernière, de concours l'année dernière là-bas. Et en fait, sur mon badge, j'avais pas notion des années qui passent. Et en fait, sur mon badge, j'avais écrit Alumni 2012. Je me suis dit, ça fait longtemps. Et l'organisatrice du concours me voit et fait, Mehdi, t'étais mon premier concours, je me rappelle, et que ça, genre, non, mais ça rajeunit pas, c'est clair. Et donc, du coup, j'achète une machine à café, donc absolument pas le permis, rien du tout. Voilà, donc je fais ce bac techno hôtelier, et ensuite j'enchaîne avec un BTS. À l'époque, BEP, du coup, si tu suis, je me retrouve en service. Bac techno, c'est assez... généraliste, tu fais un peu de tout, il y a de l'hôtellerie, il y a de tout. Je me prends de passion pour ma prof d'éco-gestion et l'éco-gestion, où j'ai des notes exceptionnelles. Et du coup, au BTS, tu as le choix entre une option A qui est gestion hôtellerie. À l'époque, maintenant, il y a 3 options. Et l'option B qui est génie culinaire art de la table. Donc en première année, je me suis pas encore repris d'amour pour la cuisine, tu vois. J'ai encore ce traumatisme, je cuisine à la maison, mais rien d'autre. Et là, du coup, en BTS, je tombe sur 2 profs de cuisine incroyables. Et du coup, je reprends amour à la cuisine. Donc tu prends l'option 2. Donc à la fin, pour la deuxième année, je prends l'option 2, qui est l'option B, génie culinaire et art de la table, aux grandes dames de ma prof de gestion. Et là, on creuse, en fait. On n'est plus du tout dans les classiques un peu passés et rincés du BEP et du bac techno, où on te donne le répertoire de la cuisine et où tu as encore la soupe de tortue dedans en recette. Comme dans les CAP, là, actuels. Ouais, voilà, ça a été revu un peu, mais c'est encore... Et là, en fait, les travaux pratiques, en fait, tu gères la brigade, tu fais ton menu, tu as une thématique, tu travailles des choses beaucoup plus modernes, des siphons, Et donc là, je me passionne et ça se passe incroyablement bien. Et voilà, je finis l'année encore major de promotion. Et donc voilà, donc ça a été un peu chaotique. J'ai fait au final 6 ans d'école hôtelière. Ouais, c'est clair. Donc ce que je dis souvent, c'est que j'aurais pu être docteur. J'étais bon science après tout, mais j'aurais pu être docteur. Et du coup, voilà. Et par des erreurs et par à chaque fois un peu de
mauvaise orientation, tu vois. Ouais, Parce qu'en fait, ce bac techno-là, j'aurais pu le faire à la sortie de ma troisième. Ouais, Troisième c'est qui dingue, s'était très bien passée. hein. Mais moi, je suis assez reconnaissant de m'être trompé de voie à chaque fois Mais comme bien ça. sûr, parce que ça Parce t'a qu'en appris fait, plein de choses, quoi. ouais, je pense que ça m'a appris une certaine maturité pour la suite. Ouais. Et du coup, donc là, tu sors d'école. Là, tu postules dans les restos. Tu sais ce que tu veux faire. Et là, c'est la suite. Voilà. Ouais. C'est la suite. Et le grand angoissé que je suis se dit, ok, grand malin, ça s'est bien passé à l'école. Ouais, finalement, T'as été les le 6 ans d'études, meilleur c'était à confortable. l'école, partout. L'école, c'était bien. Déjà, que tout le monde le sache. L'école, c'était bien. Chez maman, c'était bien. Maintenant, c'est le monde réel. Et là, je fais une mini-dépression, enfin, tu vois, d'angoisse en me disant, t'as été le premier à l'école, mais est-ce que tu vas être le premier dans la vie, tu vois? Est-ce que tu vas réussir à quelque chose? En ayant quelque chose qui m'a marqué, j'avais fait un stage, du coup, en BTS à l'hôtel Hayat, et où, pareil, mon directeur m'avait adoré, c'était super bien passé, on a eu une relation presque amicale, et au moment, je lui dis, Cyril, honnêtement, est-ce que tu penses qu'en m'appelant Mehdi Ben Salem, ça va être plus dur pour moi dans les grandes chaînes, dans les grands hôtels, etc. Mais je vais pas te le cacher, ouais. Ah ouais. Pour être GM ou pour être gravir d'échelon, ouais, ça prendra plus de temps. Alors que t'es major de promo. Alors que tout se passe bien. Et donc cette phrase me trotte. Je reprends le nom de ma mère, Mehdi Favri, déjà. Lié à ça et lié au fait que... et c'est quand même à ma mère que je devais un peu, oui, c'est ta mère un qui peu t'a tout élevé, ça. C'était une fin de ligne. Pardon, je cognais dans le micro, mais c'était une fin de lignée, parce que ma mère, c'était la seule Favri. Donc voilà, je me questionne, je postule à des endroits, je me fais recaler à plein d'endroits. Parce qu'en fait, on a une époque où avoir fait 6 ans d'école hôtelière, avoir un bac +2 dans les restaurants étoilés, ça fait peur. On veut pas de toi. On veut des gens qui sortent de CAP, plus paramétrables, etc. Ouais. Donc voilà, je creuse pas plus loin que ça. Je postule à quelque chose qui n'a rien à voir par curiosité. Il y avait une offre d'un truc qui s'appelait le Lab Store. C'était un professeur d'Harvard, David Edwards, qui avait fait, je crois, créer des outils médicaux, qui s'était passionné de foot, qui avait beaucoup d'argent, et qui avait créé un espèce de laboratoire de recherche rue du Coq-Héron, donc pas loin de Kei Kobayashi. Ouais. Où il faisait venir plein de gens, plein de grands chefs, plein de grands designers, plein de grands chercheurs. Et je me retrouve là-bas à bosser sur un projet qui s'appelait Wikipearl, où en gros le but c'était qu'il n'y ait plus d'emballage, et c'était d'encapsuler avec des méthodes de sphérification beaucoup plus poussées que ce qu'on fait assez facilement avec de l'alginate, à encapsuler du café, encapsuler des glaces, encapsuler ces trucs. Et je me retrouve à prendre ce part-time en CDD là-bas, sur ce projet, où en fait mon job principal c'était de produire ces Wikipearl, et c'était un boulot, mais t'étais enfermé dans un bocal avec de l'azote liquide, fallait sortir régulièrement parce qu'en fait l'azote prend la part de l'air, donc au bout d'un moment t'es shooté, donc les gens voulaient pas rester, les filles qui faisaient ça leur prenait toute leur journée, alors qu'à la base c'était des chercheuses, elles avaient pas que ça à faire. C'était en collaboration avec Coutume à leur début, donc en fait il y avait aussi un truc de barista en haut où pendant toutes mes pauses je me retrouve avec un barista grec à essayer de tout apprendre, etc. Moi je suis dans ce bocal et je me dis en fait mon objectif ça va être de produire ces Wikipearl le plus vite possible pour pouvoir ensuite flâner dans ce laboratoire et aller dans... En fait, il y avait des espaces de savants fous partout. C'était des savants fous de la food partout. Et je me dis, ça va être incroyable. Donc là, je commence à accélérer, à apprendre, etc. Boum, boum. Et en fait, ces choses-là, ces Wikipearl, je me mets à les faire super rapidement. Ouais. Donc un job qui devait te prendre la journée, moi, il me prenait 2 heures. Et après, voilà, j'allais avec Marlène qui a fondé ensuite Achteoria, qui était un nez en fait, c'est un nez aromaticienne qui a fondé une boîte de spiritueux après, qui est vraiment incroyable, donc qui m'apprend énormément de choses. Aujourd'hui, après quand j'ai monté Maslow, je me suis retrouvé à travailler avec elle, à acheter ses spiritueux et voilà, je me retrouve à bosser avec des gens du MIT, dont une qui essaye en fait de créer les premiers messages olfactifs. Où en gros tu prends une photo, tu choisis les arômes de la photo que tu as pris, tu les envoies et la personne qui a l'appareil à côté d'elle, ça diffuse les odeurs en même temps qu'elle reçoit la photo. Mais non. Ouais, je me retrouve avec des résidences d'étudiants d'Harvard qui viennent avec des projets
complètement louches, et je me retrouve du coup, ayant eu du temps libre et m'étant un peu fait remarquer, à les aider sur des projets dont je me souviens d'un groupe avec une fille qui s'appelait Maddy. Ils étaient partis du constat qu'en fait, dans pas mal de régions du monde, il y a un gros problème avec les méduses. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire des méduses ? Le projet s'appelait Jellyfish. Et donc, je me retrouve, elles arrivent avec des trucs plein de méduses horribles. Et je me retrouve à essayer de voir ce qu'on peut faire. Des farines pour des gâteaux, des trucs avec des méduses. Ultra passionnant. Et voilà. Et mais c'est incroyable ce labo. Enfin, et j'en ai jamais entendu parler. Ça existe toujours? Ouais, non, c'est fini. Okay. Ils sont repartis à Cambridge. Ok. Ouais, ils sont repartis à Cambridge. J'essaye de me rappeler le nom de ce qu'ils ont ouvert après. Je me rappelle plus, mais ça existe plus. C'était un grand lieu où il se passait plein de trucs. Il y avait des trucs avec Marc Bretillo, avec Thierry Marx. Ils avaient fait un truc qui s'appelait le WAF. Je sais pas si t'avais vu, c'était des sortes d'appareils qui ressemblaient un peu à cette carafe, tu vois, ouais. Et où en fait tu faisais des nuages d'arômes. Et après tu venais respirer des arômes. Ah oui, ça me dit quelque chose. Okay. Ça marchait un peu comme maintenant tu as les diffuseurs d'huile essentielle, mais avec des trucs comestibles. Okay. Donc ouais, incroyable. Ça dure 6 mois et puis c'est fini. Okay. L'allemand, ils partent à Cambridge, ça s'arrête, puis rebelote. Qu'est-ce que je fais Bah tiens, et en fait la directrice de la communication là-bas, Karine, me dit je fais un petit repas privé, est-ce que tu voudrais pas cuisiner stéréotype, tu vois, parce que tu cuisinais marocain pour nous. J'ai aucune, tu vois, moi j'ai grandi avec ma mère, donc je vais pas. Ok, bon, d'accord, on y va. J'avais une copine à l'époque qui était prof de français, qui avait un grand appart avec une cuisine américaine. Je pouvais pas faire ça chez ma mère, il y avait pas de place, donc je me retrouvais à cuisiner, mais un bourbier, j'en mets partout, c'est une galère. Comment on emmène ça? Et est-ce que tu avais déjà fait des grands repas pour Non, rien du tout. Depuis l'école hôtelière, rien du tout. Donc je me retrouve là-bas à avoir cuisiné des recettes marocaines. Ma première pastilla avec ma tante au téléphone en train de me donner des astuces. Ma tante qui me dit « Mehdi, qu'est-ce que j'entends là? T'as pris une fourchette pour remuer ?» Les mains, ça donne pas le même goût. Remue avec les mains. Oh, c'est trop chaud. Okay. Je fais le premier truc, ça se passe très bien, le repas est très bon pour eux. Avec le recul, je sais. Si j'avais cuisiné pour des... Si. J'avais cuisiné pour des grandes tablées parce qu'en fait, lors de mon stage... dans cet hôtel, à un moment donné, je voulais voir autre chose et je sais pas pourquoi je m'étais passionné pour il y avait un seul mec qui faisait à manger pour tout le staff de l'hôtel et donc ça faisait quand même 50-60 personnes tout seul. C'est ouf. Et donc j'ai voulu aller le faire. Et en fait... parce que tout le monde se plaignait un peu de ce qu'il faisait, parce qu'à la fin, il était rincé, mec, tous les jours. Et donc, je m'embêtais à faire des super trucs, tu vois, et je cuisinais pour des 50-60 personnes. Vous le faisiez à deux ou tu le faisais seul? Tout seul, parce qu'il était parti en vacances. Donc je dis, moi, je peux le remplacer si vous voulez. Personne voulait faire ça. Et donc, je me retrouve à faire ça, et ça avait été très fun. À servir dans le self. Après, t'avais des grandes cuisines pro et tout, enfin, c'était au Hayat. Donc, Ouais, enfin, tu partageais avec le restaurant gastro, et du coup... Oui, t'avais ton petit espace, quoi. Ouais, ton petit espace, tu te débrouillais, quoi. Avec mes échelles, il fallait venir très tôt. Et donc voilà, donc je fais ce repas, ça se passe bien. Et là, il y a un mec, Lionel, qui me dit « J'adore ce que t'as fait, c'est incroyable, c'était trop bon, etc. J'ai un projet. Je veux faire... » Alors que ça s'appelait, je crois, Melting Popote. Ouais, ou un truc comme ça. Ça me dit quelque chose. Je veux faire des brunchs à la Gaîté Lyrique. Ils m'ont autorisé. Je veux faire une espèce de food court. Enfin, il n'y avait pas de food court à l'époque, mais plein de stands où les gens viennent bruncher à la Gaîté Lyrique tous les dimanches. Est-ce que tu veux le faire? Je fais ouais, ok. Puis j'oublie le mec. Ok. J'oublie le mec. Quand tu dis ouais, t'avais vraiment envie de le faire ou c'est juste... Je situais pas. Je savais pas ce que c'était que la Gaîté Lyrique. Je savais pas qui c'était ce mec. Je me dis ok, mais j'avais j'avais déjà un autre projet dans ma tête qui me trottait. Je m'étais dit, je vais monter une web TV. Donc j'appelle mes anciens copains de l'école. Je dis, j'ai une idée. On va faire une chaîne YouTube qui ne parle que de bouffe. Mais comme on adore raconter des histoires, on va faire en fait des films, des vrais courts-métrages où au milieu t'as des recettes. Ok, bon, d'accord. Et puis on essaye, puis on fait ce truc.
Ah, mais donc elle existe, la Web TV? Je l'ai mis en... En cachet? Je l'ai mis en cachet maintenant. C'était J'ai très trop drôle envie parce de la qu'après on a voir. fini en faisant des parodies de pubs, tu vois, des parodies de Tagaga, des fraises Tagada qui s'appelaient Tagragra, enfin des conneries comme ça, l'humour très années 2000. Mais j'ai trop envie de regarder. Tu Ouais, m'enverras les en liens? privé, ouais. Et Pourquoi tu veux pas les laisser en public? bon, c'était drôle. Il y en avait un qui s'appelait un cookie pour le Père Noël et on avait loué des caméras, on avait appelé des mecs qui faisaient des écoles de cinéma, l'ancien batteur de mon groupe, en gros, qui s'était mis au cinéma. Donc, on fait ce truc où, en gros, on tourne un vrai métrage. C'est une fille, en fait, c'est une mère qui se rend compte qu'en fait, c'est Noël et qu'en fait, sa fille lui dit, on n'a rien à donner au Père Noël et il n'y a pas de cookies, tu vois. Et donc, on se retrouve à faire une recette de cookies, il nous appelle un rescousse pour faire une recette de cookies pour le Père Noël. C'est trop chaud. Ouais, on avait même un de mes cousins qui faisait de la musique, qui avait fait la bande son. Vraiment, on s'était tués, quoi. On s'était tués pour à la fin faire 200 vues. Ouais. On avait fait une OP de com, tu vois, d'où cette envie d'entreprendre, je pense, très tôt dans des projets. Ouais, parce qu'en fait, on avait grave. fait une OP de com où on avait fait on était allé produire, on avait loué les cuisines, enfin, on avait taxé les cuisines de Bocaux à l'époque. Ouais. Pour faire je sais pas, 500 cookies. On avait imprimé, à l'époque, c'était même pas la mode du QR code, mais des espèces de QR codes en stickers qu'on collait sur les cookies. Les gens pouvaient scanner et arriver sur la vidéo. On avait distribué ça à la Défense. Enfin, Ouais, c'est ouf. sur le marché de Noël, avec notre Père Noël, sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà un Père Noël. Donc, la crise, parce qu'il fallait pas que les enfants voient qu'il y ait deux Pères Noël. Donc... Ah, c'est énorme. Ouais. Ouais, d'accord. Donc il y a l'esprit entrepreneurial quand même bien présent. ouais. Et donc du coup on fait ce truc, on en fait plein, Panique à la Saint-Valentin, voilà, plein de trucs où à la fin on arrête de bosser avec les mecs du cinéma parce qu'on se dit bah, je veux comprendre, je me dis je veux comprendre, donc je me dis vas-y je vais faire les vidéos, je vais apprendre à monter, et donc je me retrouve à monter des vidéos, à faire des jobs qui n'a rien à voir, tu vois. Ouais. Et t'avais un groupe de musique à côté, c'est ça? ouais, au collège, Ok. je m'étais pris de passion, j'étais tombé sur le Ball Breaker d'ACDC et en fait je m'étais dit putain c'est incroyable ça, la scène, le truc. Donc en fait j'ai acheté une guitare, j'ai appris la guitare tout seul, tous les matins je me levais à 4h du matin avant d'aller à l'école et j'apprenais la guitare tout seul parce que les cours ça coûtait trop cher. Et du coup 4h du mat', ouais. quoi. Pour un ado, les ados qui sont des bêtes. J'étais déter, moi j'ai jamais dormi. J'ai jamais dormi beaucoup, non. J'ai jamais été un gros dormeur, je me réveillais très tôt. J'étais un enfer quand j'étais petit parce qu'en fait, j'étais le gosse qui, à 6h, était avec son ballon de foot et son chien. Le chien, c'était l'excuse pour pouvoir sortir. Ouais. Pour ma mère qui dormait, ma mère faisait des grasses mat jusqu'à 11h. Et je rentrais pour lui faire son petit déjeuner au lit tous les week-ends. Oh. Et, T'étais et pas un enfer en fait. Hein. non, mais j'étais hyper actif, quoi, j'étais intense. Et j'étais là avec mon ballon de foot et mon chien à sonner chez tous les parents pour voir si mes copains étaient réveillés, sauf qu'ils dormaient tous, quoi. Et, Le week-end à 6h du matin, ouais, tu sonnais 6, chez 7, tout le 8. monde. Alors ceux qui habitaient au rez-de-chaussée, ils n'avaient pas de chance parce que je trouvais la fenêtre de leur chambre et je toquais jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Ou alors je les appelais. Mais tu sais, je les appelais en masqué, dièse 31 dièse. Mais Parce non, qu'à la fin, mais j'étais oui. grillé chez tous les parents. Donc j'appelais en masqué et j'attendais que ça les réveille. Un enfer. Je me sentais seul, j'étais fils unique. Donc c'est ça ou la PlayStation. Et je finissais toujours chez mon meilleur pote qui lui dormait avec son père qui me disait « Oh, vas-y, monte !» et qui me mettait toute la matinée des concerts de Johnny Hallyday. Donc en fait, fun fact, je connais par cœur toutes les chansons de Johnny Hallyday. Mais non. Toutes. Tu nous en fais une après? Quoi ma gueule. On va s'arrêter. J'adore. Donc voilà, attends, pourquoi je disais ça? Attends, parce que je Oui. m'étais rendu compte que t'avais un groupe et donc Oui, t'avais voilà. appris Et donc la j'avais guitare. appris la guitare. J'avais pareil, tu vois. Donc je suis au collège, je trouve une fille qui dessine. Je lui dis vas-y dessine-nous nos tenues. Je trouve une fille une autre copine qui coud. Je dis vas-y tu peux coudre ça, etc. Donc on a des tenues, on a tout, on a un logo avant même d'avoir appris à jouer de la guitare. Et puis après, on trouve une salle qui à l'époque était rue d'Avron, un studio, et on se met à louer ce truc-là à l'heure. Donc on met tout notre argent dedans pour faire des répètes tous les week-ends. On commence à faire des reprises d'ACDC, et puis je tanne des potes. Je dis toi, tu veux pas apprendre la batterie? T'aimes bien taper? T'aimes taper? Vas-y, tu es batteur maintenant. Et à l'époque, sur les forums, on met des annonces pour trouver des batteurs, trouver des chanteurs, Ah ouais. ouais, donc très très drôle. Et vous avez fait des concerts du coup? Non, même pas. On adorait faire des répètes en studio, on avait enregistré des trucs, mais trouver des salles de concert, non, c'était pas trop notre truc. C'était dans des bars, on n'était pas trop coutumiers de ces trucs, Ouais. on était un peu jeunes. Pour la fête de la musique? Ouais, bon, bah, il y avait pas trop il se passait pas grand chose vers chez nous, porte de Montreuil, là, la fête de la musique. Mm.
Donc voilà, donc j'avais ce groupe, mais je sais plus à la base sur quoi on a était. fait une grosse digression parce que tu as rencontré Lionel. Voilà. Et donc tu avais un projet de Web TV. Voilà. Quand lui te parle de Melting Pot. Et donc je fais tout ce projet, donc on fait les vidéos, et puis un jour je recroise mon comparse de l'école hôtelière, celui avec qui je faisais tous les concours, tous mes projets. Il me suivait partout parce qu'en fait lui aussi c'était un mec qui savait tout faire. Genre il était à l'école hôtelière. Et à côté de ça, il s'était passionné pour le graphisme, donc il faisait des logos, il avait monté son auto-entreprise. À chaque fois, il faisait des exposés avec des PowerPoint incroyables, animés, etc. François Veltin. Et du coup, il m'accompagnait, on faisait nos projets d'école ensemble. Mais pareil, on poussait les trucs beaucoup trop loin tout le temps. Donc on avait un projet d'école où en fait, il fallait en gros refaire une chambre d'hôtel. Proposer un projet. C'était le projet de fin d'études de BTS. Et là, je me retrouve à appeler mon oncle, qui est secrétaire général chez Bouygues Rénovation Privée, à le tanner. On visite le Prince de Galles avant qu'il soit ouvert en travaux. On visite le Ritz en rénovation. Le Six Montaigne, etc. On les tanne, ils nous font un vrai devis. François apprend la 3D et on se met à modéliser une vraie chambre. Donc on projette les 3D. On se dit 3 semaines avant, on va commencer une campagne d'affichage sauvage dans le lycée en mode Apple Store. Donc on met des affichages partout avec des décomptes et un QR code. Sauf que ils arrivent quand ils flashent le QR code. Ils se retrouvent sur une espèce de page avec un décompte et de temps en temps des animations et on réaffiche régulièrement sans être vu par les caméras de l'école et par les élèves. Il y avait des caméras dans l'école. Oui. Ah ouais. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, c'était en période d'attentat, etc. Ils commencent à croire que c'est une mauvaise blague. Oh. Tout le monde prend peur. On arrête l'OP de com. On commence à se dire, on se cachait. Jusqu'à ce qu'on sorte de l'école, personne ne savait que c'était nous. Sérieux ? Et donc, on fait ce projet. Et encore une fois, on est allé trop loin parce que nos profs nous disent, mais le budget est pas bon. Alors qu'en fait, on avait fait un budget par une vraie société qui faisait des hôtels du même standing, etc. On est allé beaucoup trop loin. On avait eu quand même une très bonne note, mais nos profs étaient un poil vexé qu'on soit allé trop loin, tu vois. Alors, tu vois ce sentiment de se dire. Et donc François, je lui dis écoute François, lui il voyait pour partir à Londres aussi, il galérait pour trouver. Alors pareil, BTS, très bon élève, présente bien. Il voit pour partir à Londres faire du service, rien à voir, alors qu'il aimait la cuisine et la pâtisserie particulièrement. Et je lui dis écoute, il y a un mec, que je connais pas, qui m'a proposé de faire un brunch à la Gaîté Lyrique, ça te chaufferait. Il me dit ouais, pourquoi pas. Je lui dis bah écoute, si on fait ce truc, on se fait kiffer. On fait un truc fun. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va créer un stand, on va prendre des platines de DJ et on va faire des tartes sur des platines, on se dit ça. Donc lui, il a aussi le talent d'être ultra bricoleur. Tous débrouillards, bonne imagination, lui il est ultra bricoleur. Donc on commence à fabriquer des stands en achetant des trucs Ikea, des trucs, on va chiner des platines chez Emmaüs, on achète des casquettes, on se fait une tenue et on fait ce premier brunch. Je tanne mon père, qui mon père au final, que j'avais pas vu beaucoup pendant mon enfance, un jour par semaine, etc. Se met à, comme il avait un camion qui faisait des livraisons, se met à nous livrer, nous dépanner tout le temps, etc. Donc on arrive à faire ce premier brunch, les gens rentrent, ils pensent qu'on est les DJ. C'était avant que ce soit la mode de faire des tartes sur des platines, tu vois. À l'époque, tu faisais ça que t'avais, comment il s'appelait chez Daloyo, Yann Brice, qui faisait ça, mais lui dans la pâtisserie. On s'est dit, c'est trop dommage de faire ça caché, on va faire une vraie animation autour de ça. Et on avait fait ce truc, c'était les DJ sets culinaires. Les tartes s'appelaient des spiralettes. Oui, mais je me souviens. Mais j'avais pas du tout gré que c'était toi, en fait. Et donc, pareil, donc on arrive, les gens pensent qu'on mixe et en fait, on fait des tartes. Et on fait ce brunch, ça se passe super bien. On fait 2-3 DJ sets culinaires et pareil, on se prend de passion pour la vidéo, la photo. On monte notre projet et on se dit, en fait, on est tout seul, donc on va se débrouiller. Et vous aviez carte blanche ? Et par chance, on avait carte blanche, il y avait d'autres stands plus classiques, et nous on faisait ça. Et par chance, ce jour-là, il y a littéralement les Inrocks, 20 minutes, My Little Paris, la grande époque, et ils décident de tous faire un article sur nous. Wow. My Little Paris dit on va faire une newsletter sur vous gratos. On va faire une newsletter sur vous, etc. On se renseigne, on ne sait pas trop ce que c'était. Ils disent préparez-vous. Ouais. Vous avez un site internet ? Non. Moi, du coup, avec François, on a codé un site internet en une nuit. On s'est dit, allez, on va apprendre. C'est bien qu'il vous ait prévenu. Hein. On va faire un site internet, etc. Boum, la newsletter part. Le lendemain, peut-être 15 000 visites sur notre site. Un truc absurde. Je ne sais pas combien de demandes de devis, etc.
entre le temps où ils nous ont repéré, dit ça, et où on fait les brunchs, on fait les brunchs tous les dimanches, et tous les dimanches on change de thématique. On en a fait un Breaking Bad, on a fait de la Blue Metal à la menthe, on a créé une grosse structure, ça balançait de la fumée partout, on était en combi jaune avec les grosses lunettes, on a fait... Génial. Mais vous allez jusqu'au bout, c'est ouais. ça qui est ouf. Ouais, et puis ce qui nous amusait, c'était d'être créatif, tu vois, et à un moment donné, on se dit, bah, il faut qu'on crée... Ils ont fait cette newsletter, on nous demande des trucs, bon, on va créer une entreprise, ok, on va faire du traiteur événementiel créatif, des événements que sur mesure. Au final, c'était un enfer parce que on faisait jamais 2 fois la même chose, tu vois. Et à chaque fois avec des scénos, des trucs. Donc on va faire 2 offres pour My Little Paris, parce qu'ils ont fait une 2e newsletter après. Les DJ sets culinaires, et ils avaient mis ça sur comment réussir son anniversaire. Donc là, on est booké partout, tout le temps. Et les repas séries, où en gros, c'était pour des EVJF, enterrement de vie de jeune fille. Ils prenaient la série préférée de celle qui enterrait sa vie de jeune fille, et nous on faisait toute une scéno là-dessus. Donc on en a fait par exemple on a fait un Walking Dead où en gros elles arrivent dans la maison, on les a fait partir, elles arrivent dans la maison, on a barricadé toutes les portes, on avait fait que des faux packaging parce que François il avait fait des trucs en graphisme avec des dates périmées, etc. Des barres protéinées, des bocaux avec tel truc, des sacs sous vide, et la première étape c'est de trouver la bouffe dans cet appart dans cette maison dans laquelle elle rentre, et là en gros elle trouve la bouffe derrière. On la remet en œuvre en la dressant, etc. Mais tout est cuisiné, tu vois. On a fait des... Et vous faisiez ça que tous les 2 ? On faisait ça que tous les 2. On partait, alors on faisait tout. Donc on partait en voiture, on a flingué je sais pas combien de voitures. On a flingué les 2 voitures de son père. Parce que François est un être exceptionnel, mais la conduite, c'est pas son truc. On est resté coincé dans des portails, s'est endormi au volant parce qu'on faisait des trucs absurdes. On partait faire parce qu'après on a été booké par même des grandes boîtes. On s'est retrouvé à faire des trucs pour des marques de vêtements, pour des marques de champagne, etc. Donc on se retrouvait à faire des événements le matin en Champagne pour une grande maison de champagne, et le soir à Longchamp pour France Gallo, à faire des apéros DJ set culinaires. Donc en fait, dans la même journée, et on conduisait, on faisait la prod la nuit, donc des fois ils s'endormaient au volant, il nous arrivait des trucs. On a fait de la bouffe sur un festival où on avait fait toute une scéno incroyable, on a recréé une guinguette japonaise, on avait tout monté sur place, on pensait que ça allait être easy, donc on avait amené des potes. En fait, on se rend compte que notre stand marche du tonnerre, que rien marche autour parce que c'est de la bouffe indus pourrie. Donc on se retrouve à dire, ok, on va devoir bosser en 3-8, faire des tours de garde en 3-8, le TPE qui marche pas après le premier paiement. Donc à tout prendre en cash, à la fin les gens ils veulent tellement manger chez nous que ça coûte 12, ils ont 20, on n'a pas de monnaie, ils payent 20, ils s'en foutent. Je rentre avec littéralement des sacs poubelles de 50 litres remplis de billets dans la voiture. Je suis rentré, j'ai rempli une baignoire, tu vois. Non. Rêve d'enfant. Non mais c'est un film. On se retrouve dans des trucs mais absurdes. Les Inrocks du coup font l'article et ils nous proposent de faire leur concours. Soch aime les Inrock Lab, où à la base il y avait un concours de musique qui a fait sortir The Naive New Beater, Christine and the Queen, et ils lancent une branche cuisine où c'est revisiter la nourriture de concert. Et là pareil, et là pareil, on se dit on va faire un truc fun, on va revisiter 2 classiques de la gastronomie foraine, etc. La tartiflette et la pomme d'amour en format barrette. Dans une petite cassette pour qu'il n'y ait pas de déchets, que ce soit pas dangereux, que ça se mange d'une main avec ta bière de l'autre côté, et d'un coup, donc on retrouve à faire ce projet. Les jurys, c'est Pascal Barbeau, Marc Bretillot, je sais plus qui d'autre, mais que des grands chefs, quoi. Que des grands chefs, des grands designers, etc. Et en fait, on gagne ce concours. Donc on fait ça pendant un bout de temps. Et donc ça, du coup, la nourriture de festival, vous le proposez dans les festivals, vous le proposez ailleurs ou pas ? On a fait ce festival et on s'est rendu compte que le festival, c'était pas pour nous, quoi. C'était horrible. On a gagné de l'argent, c'était cool, mais vendre en B2C, ça m'a un peu vacciné de ça, et on finit par avoir plein de demandes finalement sur des événements qu'on fait pas ça, qu'on a fait des trucs, je fais la rencontre à ce moment-là de Martine Camilleri, une plasticienne incroyable qui a fait plein de... Elle, son truc, c'est de partir en camion et de te montrer tout ce que tu peux faire dans un camion avant que ce soit la mode des food trucks. Donc c'est jamais sur mon camion, elle écrit plusieurs livres. Et là, elle nous demande pour les fêtes des gares du Grand Paris, kilomètre zéro, de faire un petit repas sans déchets. Donc on fait ça, et lors de cet événement ça se passe super bien, on a une belle couverture presse, et lors de cet événement-là je rencontre Julie Rotan, designeuse culinaire
incroyable. À l'époque, elle était aussi un peu à ses débuts. Elle avait fait le manège où elle s'était fait un peu plaisir. Et elle faisait des vinyles en chocolat, plein de choses assez cool. Et elle essaie une fois de bosser avec nous, ça se fait pas. Une deuxième fois, et puis on se met à bosser avec elle. On se prend d'amour pour Julie Rotan. Et on se retrouve à faire des événements incroyables. Donc là, c'est ma deuxième rencontre après l'école où on avait un super atelier fait par ma prof Colette Jeuneste qui était très visionnaire, qui à l'école en fait a fait le premier atelier qui permettait de mettre en relation des jeunes cuisiniers et des designers de l'ENSAMA avant que ce soit maintenant c'est un classique. Après il y a eu des licences qui ont été créées, des masters, mais là elle était visionnaire, donc c'était ma première approche et là c'est ma deuxième approche avec le design et où on bosse avec elle et on a fait des trucs au centre Georges Pompidou, jardin suspendu, on avait fait des grandes structures comestibles, des jardins, des forêts comestibles. On fait plein d'événements incroyables qui m'ont amené du coup après à être même maintenant jury d'examen pour des masters de design culinaire. Là j'étais parrain de la promo du coup de mon école hôtelière, de cet atelier qui existe encore. Et donc voilà, ça c'est le premier contact à cette notion de design, mais qui était quand même assez présente parce que quand je te dis, tu vois, qu'on faisait des scénographies, qu'on faisait des choses, c'était un peu dans notre ADN. Et puis surtout, mais même quand on te voit, on sent qu'il y a quelque chose de très artistique, que ça te parle, le design, mais au-delà même, c'est bête, hein, mais la manière dont tu t'habilles et tout, on sent qu'il y a un style, il y a quelque chose, quoi. Ça, tu l'as toujours eu, ou c'est à ce moment-là que ça s'est réveillé, ou J'ai toujours eu un esprit créatif, ouais. Mais j'ai pas toujours eu bon goût. Donc au final, mais le bon goût, ça dépend non, du vraiment, référentiel. Vraiment. Je me suis construit, tu vois, je fais mon prof de volley, j'ai fait beaucoup de volley, j'ai fait le sport-études en volley, tu vois, volleyball. T'as fait sport-études ? Ouais, j'ai fait sport-études au collège. J'étais passionné de volleyball, sauf que le volleyball, ça paye pas et que quand tu fais que 1m80, tu peux pas aller en première division, donc tu te retrouves il fallait être passeur ou libéraux, et c'était pas mon poste. Et disait que j'étais une éponge, en fait. Je pense que j'ai rajouté des briques au fur et à mesure en regardant les autres. J'ai une passion pour... j'ai aucun jugement pour... j'apprends, même maintenant dans la cuisine, j'apprends autant d'un plongeur, d'un client, d'un commis, de tout le monde en fait. Et dès l'instant où je vois une corde que je peux ajouter à mon arc, je l'ajoute. Et donc du coup, j'ai rajouté des briques petit à petit, en justement essayant de voir beaucoup de choses, tu vois. Et aujourd'hui encore, tu vois, au contact par exemple de Julia et Marine, mes associés de Maslow, j'apprends beaucoup de choses parce que c'est d'autres backgrounds. Julia qui a fait HEC, Marine qui a fait des grandes maisons dans le marketing, dans la communication. Et j'apprends un peu de tout ça en ayant une sensibilité, mais tu vois, tu creuses. Et donc voilà, et dans ce même... cadre-là, donc on monte cette entreprise Création La Racine avec François, et un an plus tard, je rencontre 3 ESSEC, enfin 3 centraliens, dont un qui faisait le double parcours avec l'ESSEC, qui me disent on a une idée. Tu vois Tequilizy, c'est en Belgique. Je pense qu'ils vont se lancer en France. Ils font de la livraison de repas. Ils prennent dans des restos et ils livrent dans des restos. Ok, fine, je vois pas en quoi ça me concerne, j'ai pas de resto. Et ben nous on va cuisiner nous-mêmes et on va livrer. Ok, fine. Ok, on se connaît pas, on peut se connaître, faisons un repas test, faisons un truc, montrez-moi à quoi ça ressemble, etc. Et là, donc, je rencontre Julien, Paul et Noé, qui, eux, viennent plutôt de la tech, tu vois, et qui me disent, on va faire une application, on va te faire les supports dont t'as besoin, si t'as besoin d'un truc, enfin, un site à l'époque, pour faire tes fiches techniques, etc. Je dis, mais en fait, qu'est-ce qui est possible ? Il me fait, tout est possible, t'as juste à demander, tout est possible. Dans le code, tout est possible. Surdoué. Et donc on fait un premier, ils codent une première version, on fait un repas test où je cuisine pour eux, on livre en moins de 15 minutes à vélo, c'est eux qui livrent avec des frigos dans leur appart, etc. On a des bons retours, ça marche bien, et on décide de monter Le Zest, qui était du coup le premier restaurant en ligne, l'ancêtre de Frischti, de Food Cherry, etc. C'est dingue. Donc on est les premiers à faire ça, avec cette envie de, moi je voulais proposer une nourriture de chef, travailler à des prix qui étaient quand même abordables, mais quand même bien plus élevés que ensuite Frischti, Food Cherry. Eux, ils décident qu'on commence sur une niche qui était les avocats, les banquiers d'affaires qui travaillent tard le soir, parce qu'ils sont en charrette, ils se font rembourser leur repas, ils ont envie de se faire kiffer, ils en ont marre des pizzas, des trucs comme ça. Donc on s'implante bien, ça marche super bien.
ça grimpe dans cette niche. Moi, je commence à bosser avec des petits producteurs, etc. On apprend beaucoup sur les produits. Ça me permet, pour la première fois, en fait, de tester une cuisine un poil plus instantanée, un poil plus instantané que le traiteur qu'on faisait, mais qui est toujours pas instantané, c'est toujours pas une cuisine de restaurant. Donc on fait ça se François, passe il est avec toi à ce moment-là toujours là, en gros, on continue de faire ça et puis j'embarque François dans le truc. Parce que le traiteur, on le fait, on continue de le faire jusqu'à avant Maslow. Hein. Ah ouais. On met un peu en stand-by. Il se passe pas mal de choses dans ma vie, en fait, à ce moment-là. Donc, on commence par faire ça. Au début, ça nous prend peu de temps, puis ça nous prend de plus en plus de temps parce que ça grimpe. On se retrouve à aussi être démarché par Superbon, donc Minute Buzz, et Airbnb. Donc, avec François, on se retrouve à faire une émission avec eux. On fait le tour de France des producteurs, pas des producteurs, mais des hôtes Airbnb. Ils nous présentent des producteurs, une recette de leur région. Et ensuite, on la revisite avec les conseils d'un chef. Donc, je me retrouve à faire des tournages et avec Alexandre Mazia à l'époque. Mais c'est avant génial. qu'il y ait... Enfin, il marchait déjà très bien, oui. il était déjà exceptionnel. Bon, c'est un peu grâce à toi. Pas du tout. Florent Laden, que je trouve incroyable, de sincérité et de créativité. Enfin, pas mal de gens ultra cool ont fait ce projet. Où ça ? C'était diffusé, c'était d'Opetcom, donc c'était diffusé sur YouTube, Instagram, tout ça. Ça fait énormément de vues et c'était un contrat. Donc en fait, le grand drame de ma vie, c'est que ces trucs-là sont plus disponibles. Et c'était incroyable. Tu peux pas leur demander, récupérer les fichiers Ceux que je connais, ils y sont plus. Il faut que je réessaye. Mais c'était vraiment super bien réalisé, super cool. On fait ce duo. Il y a une boîte de prod qui nous adore, qui dit j'adore votre duo, ça marche bien, j'adore ce que vous faites. Sachant que, désolé, je fais des. Mais j'adore. Mais avec François, à l'école, on avait ces projets-là et comme on était passionné d'image, il me dit il y a un concours de vidéastes qui s'appelle Action for Climate. Qui veut sensibiliser les gens au réchauffement climatique, donc encore à l'époque, mais tu vois un peu comme tout ça, un peu paramétrer ce que je fais maintenant, tu vois. Et on se dit, mais c'est un concours de cinéaste, qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? Bah viens, on essaye, on fait un truc fun. Ok, donc on se met à créer un documentaire qui s'appelait Cook Forward, où en gros on se retrouve, lui et moi, c'est deux étudiants en école de cuisine, qui se questionnent sur l'impact de ce qu'ils cuisinent. Et donc c'est un échange où moi je joue un peu le teubé. On dit vas-y on va faire le menu, c'est nous qui faisons le menu à l'école cette fois-ci. On va faire le menu. Tiens, et si on faisait de la tomate ? Et là je fais un peu le teubé. François il me dit on est en décembre, faire de la tomate, etc. Saisonnalité, boum. Et on se retrouve du coup derrière dans ce cadre-là. À chaque fois il y a des interjections, il y a des coupures avec des interviews de gens spécialistes, où on finit même à comment on arrive à consommer moins dans notre cuisine de tous les jours, qu'est-ce qu'il ne faut pas utiliser, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, et à la fin on arrive à une recette locale, éco-responsable, où dans ces interviews, à l'époque, on avait contacté des gens, mais super connus, personne ne nous a répondu, enfin, on a eu des réponses de, j'ai un trou de mémoire, tu vas connaître, Pierre Rabhi. Oui, Pierre Rabhi. Qui est décédé maintenant, qui nous fait une réponse, j'adore votre projet, désolé, je suis en Afrique, je peux pas faire l'interview, mais du coup on fait ce truc. Cook Forward, c'est encore disponible, je pourrais te l'envoyer. Ah mais carrément, mais même le nom est génial, je trouve. Ouais, et donc on fait un logo avec une tagline, Cook Forward, Cook for Earth, tu vois, ça devient... Et donc du coup, on envoie ce truc-là, et en fait... il s'avère qu'on regarde la release des autres. C'était des mecs en école de cinéma, des films, mais incroyablement bien réalisés. Nous, on avait fait un truc sur un mix de GoPro et de réflexes trouvés dans un placard. Oui, mais... Et on se fait sélectionner pour le... technique, quoi. Ouais, on se fait sélectionner pour le Festival mondial du film de Chicago et de Reykjavik. Donc notre documentaire, on n'a pas gagné, mais il a été diffusé. On était étudiants, on n'a pas pu y aller, pas d'argent pour aller à Chicago ou à Reykjavik. Mais du coup, non, fallait se déplacer. Mais du coup, on reçoit une lettre comme quoi c'est diffusé. Non, c'est dingue. Ouais. Donc on en vient, je sais même plus, tu vois, je digresse, j'ai une tendance à la digression, tu vois, TDAH. Parce que je te demandais si t'étais toujours avec François sur Take It Easy. Sur le Zest. Le Zest, pardon. Ouais. Et donc du coup on se met à faire ça avec François et ce truc marche du tonnerre, sauf que on est sur une niche, donc des gens qui n'ont pas de budget, qui sont OK pour manger une cuisine ultra créative, etc. On est reconnu comme 6 mois plus tard, tu as Food Cherry, Pop Chef qui se lance.
Un an plus tard, t'as Frischti, un raz-de-marée, à coup de levée de fonds. Ils avaient quand même des budgets, de l'argent, c'était des entrepreneurs aguerris. Nous, on est là, on est tech, on est rentable, ça se passe bien, mais on essaie de sortir de cette niche. Et au lieu de se dire, ils se sont tous cassés les dents depuis là-dessus, mais au lieu de se dire, on va continuer dans le B2B, et on va continuer comme ça sur ce type de niche, on se dit, mais qui nous demande de mettre un hub, un point de collecte dans un autre arrondissement, ça coûtait de l'argent qu'on n'avait pas, on va essayer de livrer les particuliers. Okay. Donc, rentrer dans des entreprises par l'office manager, faire des contrats dans les entreprises pour pouvoir être distribué, c'est facile. Mais chaque Pékin chez lui, etc., impossible. Donc, on n'y arrive pas, ça stagne, les autres commencent à faire des chiffres indécents. Et là, au bout d'un moment, on décide d'arrêter. On décide d'arrêter, donc on écrit à tout le monde, qui veut nous reprendre. Donc on écrit on rencontre, comment ça s'appelait à l'époque, j'ai oublié, mais on rencontre aussi donc Frischti, etc. Et ça colle avec Frischti. Frischti dit ouais, grave, on adore vos recettes, ce que vous faites. On reprend les équipes, on reprend l'entreprise, on reprend le carnet de clients. Et je me retrouve là-bas, donc tout le monde passe des entretiens, etc. Sauf qu'en fait, finalement, aucun de l'équipe décide de continuer. À part Paul et moi, donc Paul qui était le CEO et moi, parce que c'était à Rungis, c'était loin, etc. Et je me retrouve chez Frischti en tant que consultant, donc c'est mon premier job de consultant, à gérer les collabs avec les grands chefs, Thierry Marx, Patrick Roger, enfin des gens, faire en sorte qu'ils puissent continuer de produire avec cette croissance qui était indécente, et créer des recettes signatures. Okay. Parce qu'en fait, ce qu'ils voulaient, c'est que je crée des bangers. Donc, ce que je fais pendant 8 mois, mais le truc me rince, quoi. Ça devait être un contrat de conseil. Je me retrouve à Chevilly-la-Rue en habitant à l'époque, j'habitais à Porte de Vincennes, à faire je sais pas combien d'heures de trajet, à y être de 6h du matin à 23h des fois. Donc, le truc... Et en plus, t'as pas de voiture. J'ai pas de voiture, j'ai rien. Non, je prends le train, le métro, le tramway, etc. Donc, c'est très formateur. Je fais des rencontres très cool. Mais je décide d'arrêter. On continue encore les événements avec François à côté, etc. Non, ce que je te disais tout à l'heure, je suis revenu, mais en fait, c'est pourquoi en fait on avait un peu calmé le traiteur, c'est qu'en fait, mon père nous dépannait énormément dans beaucoup de choses, et lors de ce tournage, on part aux quatre coins de la France, j'apprends que mon père est rentré à l'hôpital et mon père décède. Ah merde. Donc cette activité très corrélée à mon père, etc. Donc j'essaie de prendre un peu de retrait avec ce projet-là, donc on fait ce projet. Et donc voilà, de fil en aiguille, je me retrouve chez Frischti, et partant de là-bas, je me fais draguer par Julia, qui était du coup la cofondatrice de Food Cherry, oui, c'est vrai. qui m'invite plusieurs fois à Déj, etc. Moi, je dis, écoute, c'est pas possible, je sors de chez Frischti, je peux pas aller bosser chez la concurrence. Et je lui dis, j'avais commandé chez eux, et étant un peu insolent, après avoir fait ma commande, je leur ai envoyé un pavé de retour avec des conseils de cuisine, tu vois. Pardon, excuse-moi, j'ai encore cogné. Avec des conseils en mode, c'est trop bien, vous vous embêtez à faire vos tartes vous-même. Mais en fait, si vous les chablonnez pas, elles arrivent, elles sont toutes molles, pas top, tatata. Donc elle m'avait pris un peu en grippe, elle me discute, donc elle m'invite à déjeuner, et on se retrouve comme ça à manger. Elle me tacle un peu. Et de fil en aiguille, elle m'invite plusieurs fois et elle me dit, faudrait me faire un peu du pied. Je dis, mais en fait, j'ai bossé chez la concurrence, c'est bof. Et 2, opérationnellement, sur exécution en cuisine, vous n'êtes pas top. Donc en fait, je vais vous faire des recettes un peu signature. Et ça va pas être très bien réalisé. Elle en était consciente à cette époque. Okay. Parce qu'ils avaient un chef un poil bancal. C'est joliment dit. Ouais. Mais c'était aussi une jeune entreprise, tu vois, et sur un métier qui n'existait pas. Livrer ce genre de plat, à l'époque en plus aussi livrer chaud. Et donc du coup, elle me dit, un jour on se retrouve au Faubourg 52, rue du Faubourg Saint-Denis, là où j'ai fait l'os maintenant. Et elle me dit, écoute, j'ai un nouveau chef, il est incroyable, on a changé notre process maintenant, on livre plus chaud. J'ai un petit projet où je veux faire des box pour les entreprises, où là on a un budget plus élevé, c'est un peu plus créatif, etc. Ça correspond, viens bosser avec nous. Je fais YOLO, ok, on y va. Donc je me retrouve chez eux à Montreuil, c'est trop bien, c'est pas loin de chez moi, c'est les quartiers que j'adore.
à faire des lunchbox, donc c'était des sortes, un peu comme des tiffin box, tu sais, où t'as plein de trucs différents, et je me retrouve à cuisiner des trucs ultra cool, à me faire plaisir, différents de leur cuisine, qu'ils ont arrêté après, tu sais, maintenant ils ont season, etc., mais c'était ultra cool, et j'ai mis un pied dedans, et je me retrouve à bosser avec Julia, et avec cette entreprise, je me prends d'amour pour cette entreprise, parce qu'en fait, c'était moins glamour, moins marketing que Frischti, qui avait vraiment évangélisé le truc, c'était ultra sexy, la com était top. Ça l'était un peu moins, faut le dire. Par contre, c'était tellement sincère d'engagement. Ils ont arrêté l'avocat, ils ont viré le bœuf, ils trouvaient pas de poisson MSC pendant une période, donc ils ont arrêté de faire du poisson. Là-bas, il y avait une chef à la R&D incroyable d'engagement qui s'appelle Caroline Vigneault, qui a aussi sensibilisé Julia, qui maintenant est très engagée, mais du coup, ça a permis de créer une espèce d'énergie. Ils communiquaient sur ça à l'époque ou pas? Parce que je me souviens pas. Ouais, ils communiquaient, mais pas très fort. Ils ont communiqué très fort à partir du moment où Sodexo est rentré dans leur truc, et qu'Alter Foodies, tout ça. Ça a été revendu à Sodexo depuis. Hein. Mais du coup, voilà, ça a créé aussi du coup un espèce de microcosme de gens engagés. Tu vois, la dernière fois, j'étais au congrès Néo-Restauration. Et en fait, tu te rends compte que dans plein d'entreprises différentes, t'as ultra engagés et qui font des trucs ultra innovants. T'as plein d'alumni de cette époque de Food Chéri. Donc c'est aussi réjouissant, tu dis que t'as participé à un truc, que t'étais là où le mouvement, entre guillemets, est né. C'est clair. Et donc voilà, donc je me retrouve à bosser là-bas. Ça se passe bien, je fais toujours mes trucs à côté. Je suis 2 jours par semaine là-bas en conseil, je crée des recettes. J'en apprends plus sur le sourcing. Et avec François, voilà. Avec François. Et de cette expérience, du coup, de food de Frischti, je me fais draguer par tout le monde pour faire du conseil, en fait. Parce que j'ai géré quasiment une usine qui fait de la grosse prod, une partie de contrats de sous-traitance avec d'autres entreprises, etc. Du sourcing, des collabs avec des chefs où il a fallu cadrer, j'ai plein de fun facts, mais il faudra les couper au montage. Les cadrer, faire les fiches techniques, faire en sorte que ça rentre dans les coups, et je sais créer des recettes. Donc en fait, c'est un peu le truc top pour toute cette génération de mecs d'école de commerce qui sortent avec des super concepts, mais pas de skills en cuisine. Donc j'apporte une expertise qui est la mienne, qui est le fait de dire c'est bien de savoir cuisiner, c'est bien de faire des super recettes, ça c'est la base de la cuisine, mais derrière on a trop qui se plombent parce que c'est pas des bons gestionnaires. Donc je fais des fiches techniques avec des rendements, t'as les coûts, t'as tous les process, tu prends n'importe qui, le mettre dans ta cuisine, ta recette c'est toujours la même, et je me retrouve à créer la carte de baraque qui était le premier à faire, maintenant il y a surprise, il y a plein de trucs, mais à faire des kebabs un peu fancy, etc., qui a été racheté par Ducasse, je crois, là. Je me retrouve à faire bosser avec NMP, donc sur Fabula, avec du coup Thibaut Spivak, où je fais la carte du midi et où je m'occupe de la carte du soir en collab avec Thibaut Spivak, et où encore une fois je fais fiche technique. Casa Eminente, du coup, où je collabore, je fais la jonction entre les chefs et les entreprises, donc avec Julien Sebag, Céline Femme, etc. Donc cette expertise est utile. On continue de faire des événements avec François. Post-Covid, il y a le Covid quand même entre-temps, Covid où à midi, inactif, il est en dépression, il veut changer de vie, quoi. Il se dit, en fait, j'avais tellement d'avance, et j'enchaîne, du coup, décès de mon père, tu vois, décès de ma grand-mère, je me retrouve, on n'était déjà pas une petite grande famille, tu vois, je me retrouve avec ma mère, et Covid. Et là... Au moment du Covid, t'en es où professionnellement? Je suis chez Food Chéri, je faisais un peu de conseils et je fais des événements. Mais il se passe plus rien pendant 2 ans, quoi, dans l'événementiel. L'événementiel, ça a été le pire, on parle beaucoup des restos. Mais l'événementiel, même la dernière vague, là, je sais plus c'était quoi, Oméga ou Beta, la dernière, où tout était ouvert, pas les événements, nous, bof. Donc là, je suis perdu, je me dis putain, pardon, je dis des gros mots, mais je me dis, t'avais de l'avance, t'es en train de prendre 2 ans de retard, c'est une angoisse, tu fais rien, t'es en train de perdre du niveau de cuisine, t'es chez Food Chéri, c'est cool, mais en fait, en termes de cuisine, au bout d'un moment, t'as fait le tour, puis ça grossit, puis Sodexo rentre, puis ça devient une usine, le truc, hein, c'est, je sais plus, le labo, combien il fait 2000 mètres carrés, il y a 120 personnes dans la cuisine. Ah oui, je me rendais pas compte. C'est énorme, c'est 11 000 repas jour. Donc, grosse remise en cause. On sort du Covid. Mes copains de NMP, No More Penguins, avec qui je bossais pas mal, parce qu'on était une collab,
me disent écoute, on a ce projet Fabula, etc. On va peut-être prendre un petit labo, mais c'est trop short pour nous, donc on va le faire en binôme. On voudrait quelqu'un d'autre aussi pour gérer ce labo. On veut intégrer la partie traiteur, parce qu'on a toujours bossé avec des collabs, mais on veut aussi avoir notre carte. Parce que tu voudrais pas faire notre carte, en gros. Donc je me retrouve à prendre ce labo avec François. On partage, donc on a enfin chez nous. Parce que nous, on a commencé, le premier événement, c'est 50 € dans la poche. Et avec les 50 €, on en fait 200 tactiques. Et à la fin, à deux, on faisait quand même un demi-million de chiffre d'affaires, à deux, sans salariés, qu'avec du flexible. Donc on se débrouillait bien, tu vois. Et donc on pense labo, et avec François, on se regarde et on dit en fait, on donne tout. On embauche une personne, Neferista, qui a bossé avec nous longtemps. Et on donne tout. Vous donnez quoi? Vos on recettes, donne tout. Non, on se donne à fond. On essaie de faire marcher ce truc, de faire devenir un traiteur énorme. Parce qu'on a vogué, on a fait plein de trucs différents, mais là, boum. Donc on commence à faire des événements, on signe des trucs, on est sorti Covid, boum, on se reprend une autre vague. Avec ce labo. Bon, c'est pas grave. Et là, on arrive à la vague Omicron. Voilà, je me rappelle, la dernière vague. Nous, on est là, donc ça marche, on fait des offres incroyables. On a un pipe commercial avec presque 200 000 sur le mois de décembre à l'époque, chiffre d'affaires prévu. Vague Omicron, rien de ferme. Hein. Vague Omicron, Omicron, c'est un rhume. Ouais. Et là, de 200, on passe à 0. Tout est annulé. Quoi. Tout est annulé. François commence à avoir, avec sa copine, l'envie de monter un restaurant, Alegrias, qu'il a ouvert du coup, qui est à Parmentier, super table mexicaine que je vous conseille. Et moi, j'ai Julia qui m'invite à déjeuner, le comeback. Elle se cherchait, elle avait donc du coup vendu. Moi, je suis encore un peu chez Fuceri de temps en temps. Elle était plus là, donc ça a été revendu à Sodexo. Ils sont sortis. Ils cherchent un nouveau projet, peut-être pour se réassocier avec son ancien associé Patrick. Et puis ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Les projets l'emballent pas. Elle, depuis petite, elle dit qu'elle veut ouvrir des restaurants. On l'a fait à HEC, cherche l'erreur, mais... Ouais, oui. Et elle m'invite à déjeuner. Et elle me dit, écoute, j'ai un projet. J'en ai parlé à personne. Je voudrais monter des restaurants. Voilà. Du coup, je fais des restaurants quoi, etc. Bah écoute, vu que je mange pas de viande, je pense que ça devrait être végétarien. Voilà, là je vais voir un mec peut-être pour m'associer, qui vient avec moi, tu me donneras ton avis. Toi, t'avais dans l'idée d'ouvrir un resto ou Je me suis toujours dit que le jour où j'ouvrirai un resto, c'est que j'aurai l'argent pour en ouvrir deux. Parce que j'ai trop vu de gens se tuer dans des restos. Ce qui n'empêche pas que je me tue pas au final. Mais tu vois, lever la tête quand t'as qu'un resto, que t'es obligé de bosser dedans et que t'as pas les fonds pour voir un peu plus loin et pour te donner un espèce de confort. Voilà. Et j'ai une notion... pour le coup, par contre, j'ai une notion au risque. Alors, je suis très peu aventurier. Physiquement, non, au sens physique. Ok, d'accord. C'est-à-dire que aucun sport extrême. Tu me mets dans un avion, je le prends, mais ça se passe mal. Ah oui, l'avion, c'est un sport extrême. Pour moi, c'est un sport extrême, tu vois. Pas de skate, pas de trottinette, pas de ski, pas de saut en parachute, etc. Par contre, le risque financier, j'ai aucun attrait à l'argent. Donc j'ai aucun attrait à l'argent. Si je perds tout demain, c'est pas grave. Je me suis toujours dit, en fait, j'ai toujours vu ma mère bosser. Je me suis toujours dit, il suffit de bosser. Ouais. Tu prends plusieurs jobs, tu fais plein de trucs, c'est pas grave. Par contre, j'ai besoin d'accomplir des choses. Donc elle fait ça. Donc je vois ce mec. Je sens pas spécialement ce projet. Elle me dit, écoute, tu voudrais pas qu'on reparte aussi, que tu fasses du conseil pour nous, que tu crées les recettes. Entre-temps, elle draguait aussi Marine, qui était aussi chez Fuceri, qui était Marine, elle a été du coup directrice marketing chez Le Nôtre, directrice de la communication chez Le Nôtre, ensuite directrice marketing chez Fuceri. Et donc elle draguait Marine. Et donc moi je dis ouais, ok, c'était une presta de conseil comme une autre. Ouais, cool, moi j'adore bosser avec toi, c'est super cool, etc. Donc on commence à avancer sur le projet, on commence à aller chez elle, et l'étape 1, on se dit, c'est un peu osé de faire un resto full végé, qui ne doit pas être un petit resto, en taille, bon, qui n'était pas prévu d'être aussi grand que Maslow, hein, mais qui ne devait pas être un petit resto.
On va faire plein de sessions de cuisine pour essayer de calibrer le style. Puis on va partir à Londres, tiens, aussi voir ce qui se passe. Parce qu'on a beau se moquer des Anglais, en termes de concept, ils sont forts. Grave. Je fais des tables incroyables, Acme Fire Cult, une table qui m'a marqué, tu vois. Et on fait plein de repas, plein de trucs chez elle, dans sa grande cuisine. Et on met plein de trucs ensemble sur des tables qui n'ont rien à voir, pour essayer de calibrer un style, etc. Des plats qu'on a mis sur cette table, il ne reste rien à la carte de Maslow. Ah ouais? À part une recette, peut-être. Tu vois, mais c'était un moyen de se dire, voilà, brainstormer, de calibrer un style, dans le naming qui correspond aussi au reste, plein de choses qui sont faites de façon un peu naturelle. Au début, j'essayais de fonctionner comme une prestat de conseil où tu as un brief, parce que j'étais assez fort là-dedans, tu vois, tu as un brief, tu colles au brief, etc. Et puis petit à petit, le temps avançant, prenant de plus en plus de part dans le projet, je me rends compte, tu vois, que j'adore ce projet. Que petit à petit, on creuse sur les parties écologiques, on creuse sur le reste du projet, tu vois, on façonne ce truc-là. Si Julia l'avait fait toute seule, ça n'aurait pas été le même resto. Si je l'avais fait tout seul, ça n'aurait pas été le même resto. Si Marine l'avait fait... Ouais, et on se rend compte que ça match, qu'on on est tous passionnés de food, mais à côté de ça, on a tous des backgrounds tellement différents, on a tous des expertises tellement différents que ce truc avance. Et au bout d'un moment, je me rappelle, c'est une soirée d'hiver, où il fait nuit très tôt, où il fait froid, où il neige. Putain, je suis dedans, là. Julien vient me rejoindre. Ouais. Julien vient me rejoindre près du labo, on se pose dans un troquet. J'avais réfléchi avant. J'avais une copine à l'époque qui m'avait un peu aidé là-dessus, en me disant, mais en fait, t'adores Julia, t'adores bosser avec elle. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Je connaissais pas trop Marine, c'était pas trop fréquenté. Ce projet est incroyable. T'as toujours eu... Moi, j'ai toujours aimé cuisiner le végétal. Une viande, ça m'a jamais excité. En fait, tu sais la cuire une fois, tu sais la cuire 1000 fois. Les légumes, en fait, entre le panel de couleurs, de textures, etc., tu fais ce que tu veux. J'ai des légumes tatoués. Ouais, je les ai pas fait pour ça, mais j'ai des légumes tatoués. Ils étaient déjà tatoués? Ouais, ils étaient déjà tatoués. Pour pas me perdre, je peux te raconter l'histoire après si tu me relances. Parce qu'après, je digresse et les gens, ils vont rien comprendre. Ils vont dire, ce mec, il nous a enfumé pendant... Et là, en gros, je la regarde et je lui dis, ça m'angoissait. Je lui dis, mais en fait, entre les rotations de cartes, la saisonnalité stricte, parce que tous ceux qui te disent, on fait de la cuisine de saison, on a 4 quarts dans l'année, bah, je suis désolé, les légumes, ils se disent pas tous le 21 juin, allez, on y va. Boum. Et pour 4 mois. Et pour 4 mois, c'est parti. Tu vois, le truc, on se dit... je lui dis clairement, mais en fait, tu te rends compte que, déjà, si c'est une prestation de conseil que je dois te renouveler les cartes au prix où je coûte, parce qu'en fait, en ayant fait tous ces trucs, à la fin, mon tarif jour était pas mal, quoi. Ouais. Je gagnais bien ma vie, pour le coup. Mieux que maintenant. Et je lui dis, soit ça va te coûter une fortune, et au-delà de ça, en fait, c'est impossible le temps que ça demande. Et là, elle me regarde, elle me fait, ça tombe bien, parce que j'osais pas te le demander depuis le début, mais... est-ce que tu voudrais t'associer avec moi? Moi, je pensais pas du tout qu'elle voudrait s'associer avec moi. Pour moi, Julia, c'est la cour des grands, tu vois. Moi, j'étais un petit. Cour des grands. T'as réussi une première aventure entrepreneuriale. Et elle me dit, moi, je t'ai toujours vu comme quelqu'un qui a pas d'attrait pour l'argent, qui aime pas se fixer, dont le driver le plus important, c'est d'accomplir des choses et d'être indépendant. C'est la liberté. Donc, j'ai jamais osé te proposer... Et là, je dis, bah non, bah si, YOLO. Enfin, j'étais trop content. Et là, du coup, on décide de s'associer. On y va, on met les bouchées doubles. Mon esprit pragmatique reprend le dessus. Je me dis, putain, je commence à flipper. Moi, je suis vraiment ultra angoissé comme personne. On dirait pas comme ça, mais je suis vraiment... C'est pour ça que je suis si poivre et sel et que je l'ai été très tôt. Je dis, en fait, on va faire un resto. On visite des locaux. Dans le Sentier, à la base, on voulait être vers chez du bio. Mais en fait, j'ai jamais eu de resto. J'ai jamais tenu de resto. J'ai fait des one-shots, j'ai géré une équipe en traiteur, mais en fait, pérenniser un concept, gérer des gens sur la longueur. Est-ce que je vais trouver des gens qui ont envie de faire l'aventure avec moi en cuisine? Est-ce que ça va pas me lasser? Est-ce que je me lasse vite? J'ai des lubies. T'as toutes les peurs qui apparaissent. Je sais pas je sais pas gérer un resto.
Donc ça tombe bien, parce qu'il y a le projet de Fabula, où je me dis, en fait, je vais me mettre à fond dedans. Fabula, c'est quand même un resto, sur la première année, qui a très bien marché, on faisait du 700-800 couverts, quoi. Avec une cuisine... Bon, il y avait un labo, donc c'était un fonctionnement différent. On produisait en labo, ensuite je faisais des services le soir, donc je mets des tunnels, vraiment, je me mets... ils en ont eu plus que pour ce qu'ils m'avaient payé, quoi. Oui, mais toi, ça t'a parce formé, que je me suis dit, ça va être ultra formateur. Ouais. Donc je fais ça. En sortant, c'est un bon bilan, mais je me dis toujours pas que... Enfin, je flippe encore. Encore une fois, comme j'ai dit, je ne monterai pas de resto si j'ai pas l'argent pour en ouvrir 2. On a élevé des fonds, on avait prévu quand même d'avoir un peu d'avance de trésorerie. Julia m'avait dit, garantie, si tu m'écoutes, si tu as le temps, si tu as la patience de faire toutes ces heures d'écoute, j'espère que tu l'as, j'espère que je suis assez passionnant. Elle m'avait garanti que mon job, c'était le sourcing, la créa, l'inspiration, les formations, mais que c'était pas la gestion du resto au quotidien. Ouais. Donc on embauche un chef dès le début, on fait casting, etc. Je prends une petite cuisine de test, je fais entrer les équipes avant, je leur montre les recettes. On a fait tous ces repas tests. Se languissent parce qu'en fait on trouve pas de date d'ouverture, donc je fais des pseudo-cartes, mais je leur communique pas parce qu'en fait les dates d'ouverture reculent, donc boum, on cartonne sur le sourcing pour trouver un sourcing ultra cool, avec du direct, du circuit court, etc. Et un jour je leur drop la carte comme ça, elles n'ont vu aucune de ces recettes quasiment. Je leur drop, je leur dis voilà, c'est ça. Et je me flippe. Je m'étais posé, à l'époque j'étais à Babel, tu vois, vers Belleville. Ouais. J'étais sur la terrasse, sur mon ordi, tac tac, on drop. Marine elle met en page, elle sort le truc. Et là on se dit putain, c'est canon quoi, on tient un truc. C'est une cuisine qui, pour le coup, c'est ce qu'on nous dit a posteriori, n'existe pas actuellement. Ça a à la fois pas de sens et du sens. Donc en fait, au gré des tests, au bout d'un moment, en prenant aussi de plus en plus part à l'aventure, je commence à dire en fait, fais un truc qui te ressemble. Et mets ta touche. Moi, j'ai une culture qui est assez street. J'adore j'adore les gastros. J'en ai fait beaucoup en tant que client. J'ai pas de formation là-dedans, en fait. Tu vois, si tu vois mon parcours, je me suis débrouillé tout seul. Ma formation, c'est les livres et manger. Et c'est ce que je dis toujours. Lire et manger. Et après, itérer, tester. Et voilà. Mais donc on drop cette carte. Les premiers plats que tu sors à ce moment-là, que tu écris sur la carte, c'est lesquels? Portobello Katsu, qui existe encore. Les polpettes, qui sont passées assez vite dans le pipe pour des questions de production. En retour de Londres, je me dis, tiens, je vais faire un Scotch Eggs, mais version végé. Donc il y avait le Scotch Eggs, tu l'as connu à toute l'ouverture. Impossible à produire, c'était un enfer, donc on l'a enlevé, mais cette recette était incroyable. Et à chaque fois, avec cette volonté de mettre tu vois, Portobello Katsu, de mettre un grand écart qui représente un peu ma culture. J'ai plein d'origines, mais j'ai aucune des cultures. Mais ce panachage ethnique que j'ai connu, donc tu vois, gnocchi, cacio zatar, les poireaux, poireaux satés, voilà, chaque fois, en voulant mettre un petit grand écart, le Scotch Eggs avec la sauce hoisin. Voilà, et donc et un poil quand même, ce qui m'a, donc à Londres, ce qui m'a bluffé, c'est cette table. C'était bon, hein, c'était excellent, non plus sans être ultra travaillé, ultra non plus, c'est pas. Mais en fait, ce que je trouve ça cool, c'est que le lieu ressemble à rien. La carte ressemble à rien. Rien n'a de sens, mais tout est harmonieux. Il y a un équilibre dans cette espèce de brouhaha qui est incroyable. Et je me dis, en fait, avec Julien, on se regarde, on se dit, mais en fait, c'est ça qu'on veut faire dans l'énergie. Et voilà, donc arrive la première carte de Maslow. On finit par trouver un local qui n'a rien à voir. On se retrouve quai de la Mégisserie. Tous mes potes restaurateurs me regardent de travers en me disant, qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? C'est un no man's land. Tu vas te foirer. Personne ne se rend compte, mais même encore maintenant, les gens voient les articles, ils voient Maslow, restaurant végétarien. On communique pas là-dessus, tu vois. On communique pas non plus sur le low impact. Pour nous, c'est des engagements propres. Les gens se pointent, ils imaginent un petit resto. Et là, ils se pointent devant ce truc énorme. C'est clair, c'est immense. 120 places assises dedans, 80 dehors. Un samedi, on fait 800 couverts. C'est ouf. Et donc, au début, les gens me disent, mais tu vas te foirer. Et nous, on flippe. On n'a que des galères avec ce local. On n'a pas d'extraction.
On se retrouve à aller voir justement à Londres, essayer de trouver un système qui n'existe pas en France, qui te permet de pas extraction. On se rend compte que les plafonds sont bof. On se retrouve à mettre des structures pour rendre tout carré, correct. On fait tout dans le prisme de la loi, mais les banques nous abandonnent. Elles nous disent qu'elles nous prêtent, nous abandonnent alors qu'on a déjà lancé les travaux, qu'on a déjà avancé plein d'argent. Je vais se retrouver à emprunter à des copains pour finalement retrouver des banques. Donc si vous allez souvent chez Maslow, tous les noms de cocktails, c'est des problèmes qu'on a eu. Donc là, on a la Valo, on a l'IPN, on a eu un petit clin d'œil aux banques, on a eu Enedis, on n'a pas d'électricité jusqu'au jour 1 de l'ouverture. Donc on recrute l'équipe, revenons au début, on recrute l'équipe, on a le local, les travaux sont lancés, on a plein de galères parallèles, avec la peur de ce grand restaurant. Un mois avant, donc on a l'équipe, on a la carte, on fait les tests, on fait une grosse soirée, une grosse semaine de formation, on invite les gens, ils goûtent la carte, on leur fait des formations dans tous les sens, des formations que tu vois pas normalement dans un resto, donc formation écologie, formation harcèlement, sexisme, savoir-être, parce qu'en fait ça comprenait aussi, on voulait une équipe, on s'est dit en fait, on préfère se priver de stars, mais avoir des gens de bonne composition, des gens sains. Et encore aujourd'hui, tu vois, on a plein de process qui nous permettent d'être vigilants. Et en fait, le moins de dérapage, on se passe des gens. Et en fait, dans cette petite cuisine de peut-être 20 mètres carrés, même pas, non, je sais pas, 10 mètres carrés, je me rends compte que ça va pas le faire avec la personne que j'avais. Donc au final... Jour 1, en tant que chef ? En tant que chef, en pâtisserie, en cuisine. Et donc, je commence jour 1. Enfin, la veille, on arrête. Et le jour 1, je commence pas de chef. Ni en pâtisserie, ni en cuisine. Et voilà, here I am. Ce que je voulais pas faire. On revient à Julia. Là, tu feras les recettes, tu créeras les recettes, etc. Et tu piloteras. C'est le directeur qui gérera le chef en direct. Il y aura des chefs coopères. Et bah non. Et donc, du coup, je me retrouve dans ce resto à gérer pour la première fois un resto de cette taille, avec une nouvelle équipe, avec un nouveau local. Donc, c'est moi qui ai fait les plans de toute la cuisine. On avait un rectangle, j'ai tout fait. Donc, mis aussi en face des choses que j'ai mal conçues. Il est plutôt bien conçu, mais t'es quand même mis tous les jours en face du truc qui t'énerve, que tu concevras pas plus de la même façon. Avec une équipe que j'avais ultra peur de pas embarquer, etc. Et à bosser littéralement 7-7. De 7h du matin à 1h du matin. Je perds 10 kilos. Le truc, le resto prend une ampleur qu'on n'imaginait pas. Ça crée tout de suite un espèce d'énergie incroyable. Moi, je ressens rien. J'ai aucune fierté. Je vois que les problèmes pendant des mois. Tout le monde me dit, mais tu te rends compte de ce qui est en train de se passer ? Je commence à le réaliser un peu maintenant. Mais tu te rends compte de ce qui se passe là, en fait ? Taille de ce resto, la couverture presse, on se retrouve à une semaine d'ouverture où j'ai Sébastien Bras qui vient manger, j'ai Pierre Hermé qui vient manger. La semaine de l'ouverture ? Juste après l'article de Bouillante, quoi. Ah ouais. J'ai Bouillante qui fait un Franck Pinera-Barousse que je lis depuis un bail, parce qu'il y a quand même pas mal d'articles de chefs, etc. Donc il y a un article sur Maslow, un newsletter que sur Maslow, où je me fais pas défoncer. Et pour la première fois aussi, tu gères les mauvaises critiques. Tu gères les bonnes critiques, et tu gères les gens qui te boudent. Le fooding, typiquement, qui me boude depuis le début. On ne sait pas s'ils sont venus, on n'en sait rien. François Simon, qui fait une vidéo où... Il fait une vidéo, il te met, donc en fait, tu sais pas si quand même t'es sur sa page. Est-ce que c'est bien ? Il met pas non plus des catastrophes, il va pas mettre des trucs, parce que les gens viennent quand même si... Et où il finit par... Y retournerai-je ? Certainement pas. Ou c'est bon, c'est pas dur, bon. Hein. Bam, ça dans ta tête. Ouais, c'est dur. Et ça, émotionnellement, t'arrives à le gérer ou... En ayant fait du conseil, j'ai eu quand même des fois des retours durs, tu vois, sur des recettes que tu fais qui marchent pas, des clients durs. Mais c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué quand ta peur principale d'être humain, c'est la peur de l'abandon et de, tu vois, tu vois, je suis fils unique quand même, donc t'as quand même des trucs qui, en famille monoparentale, c'est quand même des trucs qui te trigger un peu, mais il y a aussi plein de trucs dithyrambiques. Mais c'est ce qui fait que du coup, t'es dans ce
je prends pas, en fait, je fais pas attention. Okay. Je fais pas attention, je me dis, faut que ça réussisse. Et puis, faut que tu donnes tout, quoi. je sors pas de ce truc-là, j'ai pas le temps, je fais la cuisine, je suis là, je suis au service, je suis en prod. Les mecs se réveillent pas, les mecs nous claquent dans les doigts tous les jours. Il y a un mec qui arrête, il y a un mec qui vient plus, c'est trop dur. Parce qu'en fait, pour la première fois, on fait une cuisine 100% végé, 100% de produits bruts. Donc en fait, en volume, tu te rends pas compte, on reçoit des palettes de légumes à travailler avec une équipe qui connaît pas cette cuisine. Personne ne connaît cette cuisine, elle n'existe pas. On essaie de dramatiser en leur expliquant, en fait, c'est comme quand on travaille. C'est comme une cuisine de. Il y a des process qu'on reprend sur du travail de cuisine traditionnelle et qu'on remet à jour, mais tu te retrouves à faire des jus réduits de légumes où il te faut une quantité de légumes monstrueuse pour une quantité de jus ridicule. Donc toute la phase où on processe, on essaie de comprendre, on essaie de voir en fait comment cette carte fonctionne. T'es ouvert le midi et le soir, il n'y a pas d'arrêt. Donc pendant presque 7 mois, c'est l'enfer. Et ton corps tient ? Mon corps, je t'ai dit, je perds 10 kilos, j'ai des douleurs partout. Mon corps tient parce qu'en fait, je ne tiens que dans le... J'ai ce problème-là, je ne tiens que dans le... Tu vois, dès que tout se relâche, par contre, le corps, c'est plutôt après. Les phases de décompression qui sont compliquées entre les restos. Et là, en fait, c'est un... Donc, on fait un nombre de couverts tout de suite qui n'a pas de sens. Donc, on se retrouve à caper les résas, Mais voilà, et puis on trouve des gens, petit à petit on s'affine, etc. Mais toujours des gens qui plantent, t'arrives mal à caler ta masse de travail, ta masse salariale par rapport à ce que tu fais. Donc je me retrouve à faire des services au bar, parce qu'il manque des gens au bar, faire des cocktails, parce que je fais aussi les cartes des cocktails, donc je les connais. Donc je fais des cocktails, je fais le barista le dimanche, je fais le service parce qu'il manque, on fait du run, enfin vraiment multitâche. Ouais, tu fais le latte sésame. Le black sésame latte. Et tout ça avec la notoriété qui avance de ce resto et donc voilà, quoi, ça a été une ouverture technique. Et les rotations de cartes à faire, et les nouvelles recettes, et cette peur constante qu'ont pas mal de gens, et qu'ont notamment les écrivains, etc. Comment tu arrives à te renouveler, comment tu arrives à créer de nouveaux bangers. Est-ce que tu peux créer 20 bangers avec du poireau Est-ce que ta prochaine carte, elle va être nulle C'est technique. Donc j'en sors rincé, avec un petit stress post-traumatique. Et à peine sorti de là, Fellows. Voilà. Au bout de combien de temps vous envisagez Fellows ? On le sait depuis le début qu'on va ouvrir Fellows. Ok. Vous avez déjà le local et tout ? On sait qu'on veut faire des pâtes. On sait que c'est un super support. On sait qu'on veut faire un comptoir. On sait qu'on veut une taille de restaurant plus petit pour pouvoir ouvrir plus facilement, toucher d'autres clients. C'est tout le sujet en fait de réduire l'impact. C'est de toucher un maximum de clients pour faire économiser du CO2 et quelqu'un qui mange chez toi, c'est quelqu'un qui mange pas ailleurs. Et comme nous, on divise par 5 le poids carbone d'un repas, même si, tu vois, c'est pas un claim marketing, on fait tout ça par conviction. Faut ouvrir des restos. Donc on le sait depuis le début, on n'a pas le local tout de suite, mais on a trouvé le local, je suis encore dans le rush de Maslow. Et 1 an après, du coup, Maslow, presque 1 an, jour pour jour, à 1 mois près, on ouvre Fellows, après 4 mois de travaux, avec, encore une fois, nouveau testing, nouvelle création de cartes, des pâtes, j'en ai jamais fait. Ah ouais. Je suis pas italien. Ouais, c'est dingue. Et c'est donc des pâtes fraîches. Pâtes fraîches. Et donc, et je veux pas utiliser de farine italienne. Tu retrouves des recettes, farine 00, nanana. Donc là, on trouve un sourcing français. Encore une fois, mon défaut, c'est que j'aime pas les raccourcis. Donc en fait, au lieu d'aller me former avec quelqu'un ou de prendre la recette de quelqu'un, je me dis, je vais essayer. On va faire des pâtes. En fait, je vais pas essayer de faire des pâtes italiennes. Je suis pas je n'ai pas fait 5 ans dans des restos italiens. Je suis pas Passerini. Je vais pas ouvrir le Pacificio demain. Je vais faire des pâtes qui me ressemblent. Donc tu testes tout seul. Donc je teste tout seul. On fait des pâtes fraîches avec des farines françaises. 2 recettes, une recette aux œufs et la recette de Pichi. On travaille et pareil, je me dis, je suis foutu au moment où je vais prendre des recettes de pâtes classiques et juste enlever la viande. Je peux pas te faire des carbos végés. Ça n'a pas d'intérêt, c'est privatif. Toute la volonté de faire, pour moi, la clé du végétarien, c'est de faire une cuisine qui est différente. Et de pas essayer de singer des recettes qui se font avec viande.
Ou alors, il faut vraiment qu'elle soit incroyable et meilleure que celle avec la viande, et c'est technique, ça. Donc, pas de fausse viande, on n'utilise pas de fausse viande, pas de substitut. Même sur le vegan, il n'y a pas de produits ultra transformés, on s'embête, quoi. Et donc, je me dis, on va faire des pâtes qui me parlent. Point. Pâte harissa, ok, fine. Ça se fait en Tunisie, pourquoi pas chez nous? Et tu fais ta propre harissa. Je fais ma harissa, on fait les pâtes harissa, ok. Je commence à gratter la carte, faire des tests. Ce que j'ai pas dit, c'est que ma mère n'était pas une excellente cuisinière. Ah. Non plus. Mais il y avait certaines choses qu'elle faisait souvent, et moi, mon plat j'ai mangé beaucoup de pâtes petit, et mon plat du kiff, c'était beurre fromage, pâte beurre fromage. Et donc je me dis, je vais essayer d'en faire une version un peu plus coquine. Donc on va faire les petits beurre fromage avec un siphon fromage fumé, des pâtes revenues au beurre et à la tome de brebis, des pickles de moutarde, et ça fait des recettes signatures qui petit à petit se collent au truc, et qui sont différentes. Et on a de la chance parce qu'en fait, quand tu as une bonne idée, il y a plein de gens qui ont la même bonne idée en même temps. Donc en fait, quand on a sorti Fellows, il y a 4 restos de pâtes qui ouvrent. Ah ouais. Mais là où ils ont tous potentiellement des similitudes et des recettes en commun, nous, on n'en a pas avec eux. Ouais. Parce qu'on a fait quelque chose de différent. Mais encore une fois, la peur, nos investisseurs qui nous disent, mais en fait, faut dupliquer Maslow. Maslow, ça marche du tonnerre. On duplique. Qu'est-ce que vous allez faire un autre concept? Une nouvelle marque, un nouveau truc? C'est n'importe quoi. Des nouveaux testings, moi une cuisine que je connais pas, je fais un testing RP, un deuxième testing qui se passe très mal, parce qu'en fait je devais le faire au resto, à Fellows, sauf qu'il y avait des fuites de gaz pendant les 3 premiers jours, c'est tombé, et moi on me dit je suis parano, je finis par acheter un détecteur de gaz, je fais des fuites de gaz partout en fait. Donc au final, je me retrouve à devoir déménager dans la même journée chez Maslow, avec la cuisine qui tourne à plein régime, prendre un petit plan de travail, faire des pâtes, faire les trucs. Le testing est catastrophique, ça se passe mal, donc j'arrive plein d'appréhension. Et on ouvre Fellows en se disant, en fait des fois tu te veux styler, tu veux faire tu veux avoir des postures. En fait, faut pas de posture, faut pas d'ego, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la cuisine. On s'était dit, on va faire un resto où il n'y a pas de résa. Tu viens comme ça, boum, c'est un comptoir, c'est vivant, les gens font la queue, ça tourne, etc. Donc on fait la première OP de com, tac tac, le resto est rempli, ça marche, on a la queue virtuelle, etc. Avec les -50 de l'ouverture. On arrête l'OP de com. 2 semaines de l'enfer. Où là, je me dis, en fait, limite, je regarde les billets pour partir à l'étranger, quoi. Sérieux ? Il y a personne. Il y a personne dans ce resto. Les gens, maintenant que tu leur dis ça, ils pensent... Mais c'est clair. Ce resto est vide. Je suis avec le directeur. Les filles sont pas là. Je suis avec le directeur le week-end, avec Cédric. Parce que Marine a accouché. Alors Marine, jusqu'au jour 1, on a ouvert. Elle a fait les premiers services. Elle a accouché le lendemain, limite accouché dans le restaurant. Bref. Et donc ce resto est vide, on se regarde, on fait 20 couverts des week-ends. C'est dingue. Et comment là, ça se fait que Maslow loose. est marché tout de suite et là Fellows Et je vais t'expliquer, tu vois. Je me dis la loose, ça y est, on est des losers. On était stylés, on est des losers. Donc là, ce truc-là, moi je vrille. J'ai un premier retour une fois qui se passe pas bien de premier journaliste qui vient. Je suis de retour sur une ouverture avec des chefs qui se pointent pas, des trucs qui marchent pas, etc. Donc je suis en retour 7-7 du matin au soir, un état de stress pas possible, des crises d'angoisse, à la limite entre les services, tendu quoi. Et donc ce truc, donc on se fait vraiment détruire au début, et après, plus rien. On comprend pas pourquoi, la carte est cool, je réadapte la carte, tu vois, je me dis c'est la carte, je réadapte la carte, je réadapte les prix, etc. Et là, au bout d'un moment, je me pose avec les filles et je dis en fait, j'en peux plus. Moi, je reviens pas la semaine prochaine. C'est une posture de dire qu'il n'y a pas de résa, il faut qu'on mette des résas. Ça touche à l'ego, mais il faut qu'on mette des résas en fait. Qui a envie de venir en haut de la rue du Faubourg Saint-Denis, parce qu'on est on est à l'endroit où ça bouge pas de la rue du Faubourg Saint-Denis. On n'est pas à l'endroit stylé, t'as passé le mondial, il se passe plus rien ici. Ouais. Qui a envie de notre clientèle, qui est de la mégisserie, etc., qui a envie de venir sans être sûr de pouvoir manger? Ah, c'est dingue, hein. Personne, en fait. Et je m'étais inspiré de concept à Londres, mais qui était sur... Je fais, en fait, ce concept-là, il est à Borough Market. Bien sûr qu'il y a du passage. Ouais. Bien sûr que tu peux pas prendre de résa. Et les mais par contre, ils ont... à l'époque et tout ça. Ouais. Ils ont une autre enseigne
à Shoreditch, ces gens, il y a des résas. Okay. Et Big Mama, ils ont mis des résas depuis. Hein. Ça a marché au début, mais ils ont mis des résas. Donc là, on se regarde, on dit ok, bon, on va essayer. Petit coup dans l'ego, on met les résas. Et littéralement, boum, à partir de la semaine d'après, le resto, il désemplit pas. Le resto, il est fermé. Le resto, il est pas fermé, mais il est complet. Genre, on est allé jusqu'à du complet presque une semaine et demie à 2 semaines à l'avance, où les gens m'appellent, m'écrivent pour essayer d'avoir des tables, où ils viennent, on recale à tour de bras, etc. Putain, je pensais pas que ça changeait du tout au tout. Du tout au tout. Et là, il se passe un truc encore plus grand que Maslow. C'est beaucoup plus de couverture, c'est beaucoup plus de fellows, parce qu'en fait, t'as craqué un truc, t'as parlé à tout le monde. Avec Maslow, c'est des petites assiettes à partager, il y a encore des freins, tu vois. Ouais. Oui, le plat de pâtes. Avec les pâtes, il y a 0 frein. Sauf les sans gluten. Sauf les sans gluten. Mais au final, tu vois, quand j'ai un resto où j'arrive pas à faire rentrer tout le monde, je vais pas me... C'était ma parenthèse. Ouais, je suis d'accord, je valide. Et donc, on a craqué un autre truc et boum. Enfin, et voilà, il faut apprendre. C'est un local qui est ultra difficile à opérer. Et mes craintes... depuis Maslow, c'était de pas trouver de gens qui me suivent, tu vois. Et au final, j'ai trouvé des équipes incroyables. J'ai trouvé des gars qui m'ont suivi, mais dans des états. Je faisais 110 heures. J'avais un mec qui n'avait jamais fait de cuisine avant que je le connaisse sur Fabula, qui avait un passé un poil sombre, qui cherchait à se réhabiliter, qui avait un potentiel intellectuel incroyable. Et c'est que là, il a commencé chez nous... demi-chef de parti, il était second, et là aujourd'hui il est chef, et qui me suit en disant la vie à la mort, et qui est là, je lui demande rien, tu vois, moi je veux qu'il fasse ses 39 heures, il est là, il me suit, il en fait 90, il vomit derrière le resto entre les services, il dit non chef t'es là, moi je suis, depuis il est parti, tu vois, il allait faire autre chose, mais tu vois, tu trouves des gens qui te suivent dans l'énergie, alors il y en a qui te suivent moins, il y en a qui te suivent plus, mais t'arrives à créer des trucs, à créer des vocations chez des gens en fait, dont c'était pas le métier, que ce soit en salle, que ce soit au bar. Et après, une fois que t'as vécu ces périodes, il y a 2 phases dans la vie d'un resto, qui est la phase d'ouverture, où là tu peux avoir des pirates, tu vois, qui ont envie d'y aller, qui sans foi ni loi, tu vois, et des phases de pérennisation qui sont un poil plus... C'est pas les mêmes profils. Et du coup, t'as aussi, après les ouvertures, des phases de départ où tu commences à perdre les gens que t'avais depuis le début, pour qui t'avais de l'affection. Donc ça aussi, faut bien le vivre. Il y a plein de chefs qui le gèrent mal. Il y a plein de chefs qui le gèrent en se sentant insultés, ou même dans d'autres entreprises. Tu vois, je sais pas, t'as peut-être déjà quitté une entreprise ou un projet où on t'a dit, te rends pas compte, non, je veux pas te laisser partir, ou tu t'es brouillé avec les personnes. C'est comme une rupture. Faut rester en bon terme, mais pour ça, faut mettre son ego de côté. Il faut voir ce que tu as fait naître. Et aujourd'hui, moi, je suis fier d'avoir... je te prends Samy, par exemple, chez Bonomi, qui fait des cocktails en réappliquant exactement la méthodologie que j'ai mis en place chez Maslow. En disant, voilà, on travaille avec la cuisine, on arrête de faire des choses qui n'ont pas de sens. On travaille pas de produits qui... Tu vois, moi, j'ai enlevé des produits de ma carte, je fais pas de mezcal, je fais pas de tequila, parce que c'est un drame écologique. On cuisine les cocktails. Donc, c'est cool de voir ça. Ah, mais ça va au-delà, en fait, des restaurants que vous avez créés. Ouais, c'est dingue. Hein. Ouais, mais tu réalises, tu vois, t'es dedans, mais tu réalises par bribes et par moments, tu vois. Moi, j'ai beaucoup de mal à être fier dans la vie, tu vois. Je suis plutôt jamais content, ce qui est dommage. Même là, quand t'as ce genre de retour, ou quand tu vois l'impact, en fait, de tout ce que vous créez. Je me dis que c'est toujours pas assez, tu vois. Je me dis, j'ai toujours peur aussi. Puis je vois toujours le moment où ça décline. J'ai vu pas mal de concepts super cool, qui, au bout d'un moment, tu sais pas pourquoi... Ouais, moi j'ai la peur du 2e effet qui se coule. Ouais. Du coup, tu ouvres un 3e resto. Du coup, j'ouvre un 3e resto. Avec la volonté, et du coup, encore une fois, mon esprit peut-être stupide, maso, de dire, pendant longtemps, on s'est dit, on va faire la même carte. Pendant longtemps, on s'est dit, on va faire moitié de carte commune. Et puis un jour, j'ai dit... ce sera pas la même carte du tout. Ce sera complètement différent, en fait. Qui a envie de tester le nouvel hippopotamus qui ouvre à côté, même s'il a une déco différente? Personne. Tu vas au plus près de chez toi, quand t'as une chaîne que t'aimes bien, et puis on n'est pas une chaîne. Donc on va se rechallenger, on va faire une carte complètement différente. Une déco différente, Marine a géré encore un lieu qui va être magnifique. Voilà, on garde ce qui plaît de Maslow, c'est-à-dire le positionnement prix ultra abordable, les assiettes à partager, etc. Mais on raconte une histoire différente. Ouais, c'est dingue. Et j'ai peur. Voilà. Là, on est à littéralement une semaine de notre prise de poste là-bas.
Et j'ai peur, encore une fois, pour les mêmes raisons. Tu vas trouver l'équipe qui te suit. Est-ce que ta carte, elle va plaire? Est-ce qu'elle est faisable aussi? Ouais, mais est-ce que la peur, c'est pas un bon indicateur que, justement, que c'est un projet auquel tu tiens et que c'est un peu ton moteur aussi? Oui, oui. Mais après, tu vois, c'est drôle aussi. Ce qui est très intéressant, c'est de discuter avec des gens qui nous connaissent assez, ou même il y a des gens des fois aussi qui veulent monter on forme beaucoup de gens qui vont monter des entreprises, qui veulent monter des restos, qui viennent se former chez nous, curieusement, et du coup avec leur esprit d'analyse, ils dissèquent ta réussite, parce que moi je suis incapable de comprendre pourquoi ça marche. Ouais. Enfin, oui, ça mais marche t'as pas bien, du tout le recul, et ils te trouvent des trucs que t'as fait instinctivement, de la cohérence entre, tu vois, on a les standards de service assez précis, il y a des choses qui sont chez nous, on veut un service un peu différent, mais tu as pu voir pas mal de choses, le naming des recettes versus le prix, ils te trouvent des... Tu te rends compte que tu as fait un truc ultra cohérent en étant ultra pas si cohérent, des règles, et c'est intéressant de voir des gens en fait disséquer ça et comprendre un peu, mais du coup je suis incapable de dire il y a une recette, tu vas la suivre et ça va marcher. Ouais. Et c'est frustrant pour un mec dont l'expertise c'est de faire des fiches techniques et des recettes pour que tout le monde puisse les faire de la même façon et qu'elles aient toujours le même goût. Mais tu y arrives toujours au final. Et t'aimes aussi, je pense, ce challenge et cette nouveauté. Enfin. Ouais, ça me plaît. Sinon on s'ennuie. Malheureusement, il reste que 5 minutes. Ouf. Mais j'ai quelques questions de fin à te poser. Déjà, est-ce que tu as une idée ou des envies pour les 10 prochaines années, les 20 prochaines années? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine? Je suis incapable de me projeter. J'ai jamais été capable de me projeter. Ok. Donc, juste continuer de faire ce qui me plaît, là où ça me mène. Est-ce que ce sera encore des restaurants? Je sais pas, peut-être autre chose. Ouais. Donc on va continuer de décliner aussi d'autres types de restaurants, de se faire plaisir. Il n'y a pas des petits rêves ou des trucs que tu te dis un jour, je ferai ça? Non, je pense qu'un jour je ferai aussi d'autres choses qui sont pas forcément de la cuisine. Mais non, c'est curieux, je vis à la fois, des fois, je parle d'un cauchemar quand je suis en ouverture, mais je vis un rêve éveillé. Moi, je suis content d'en être là, sachant d'où je viens, je suis content de ce que je fais. J'ai pas de, comme je te dis, par exemple, j'ai pas d'attrait à l'argent. Donc mon but, c'est pas avec Maslow d'être milliardaire. Je m'en fous. Je veux juste continuer de faire un truc, d'inspirer des gens. Voilà. Si dans X années, 10 ans, tout le monde travaille comme nous et qu'on est reconnu comme ceux qui ont lancé vraiment ce mouvement ou cette façon de travailler, je pense que je serai quelqu'un d'accompli. Oh. Est-ce que dans tout ce que tu m'as raconté, est-ce que tu as des regrets de choses que tu as faites ou pas faites? Non, il y a des choses que j'avais prévu de faire. Tu vois, après l'école, je voulais partir en Australie, bosser chez Peter Gilmour dans son restaurant Quay. Ouais. J'étais en train de faire les papiers, puis finalement, j'ai fait le Lab Store. Il y a plein de choses que j'aurais dû faire que j'ai pas fait, mais en fait, le cheminement me mène là où j'en suis. Ouais. Donc, j'ai pas de regrets. Enfin, rien que je peux corriger, du moins. Ok. Du coup, ça m'amène à cette question qui est importante pour moi. Dans le podcast, des gens qui font, justement, c'est les gens qui écoutent leur cœur et qui passent à l'action malgré les peurs. Est-ce que tu aurais des conseils, justement, pour les gens qui sont coincés par la peur et qui n'osent pas passer à l'action et réaliser leurs rêves? Faites-vous confiance. Déjà, faites-vous confiance et l'ego. Mais il faut mettre l'ego de côté. Dans la peur, il y a aussi une part d'ego. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? En France, l'échec est un peu mal vu. Je me suis foiré tellement de fois, mais j'en ai tiré des leçons. Toutes les histoires que j'ai racontées, quand je vous prends le zeste, on a échoué. Mais je te l'ai pas raconté comme un échec. Ouais, parce qu'en fait, ça m'a permis, moi, de suivre mon cheminement. Laisser une bonne impression aux gens. Faut donner son cœur dans tout ce qu'on fait, et quand on laisse un bon souvenir aux gens, t'as des gens qui te rappellent pour des projets, et en n'ayant pas d'ego, ça te permet toi aussi de t'adapter. Ok, je pense que ma cuisine est bonne, mais en fait, si personne l'aime, c'est le client qui décide. Ouais. Voilà. Après, passer à l'action, c'est le meilleur moyen des fois. Après, ça dépend aussi de quels sont les moteurs. Il y a des gens qui ne veulent jamais se retrouver
sans argent. Enfin, qu'on peur de ça, une peur panique. Après, dans nos métiers, c'est facile de retrouver du travail, c'est facile de... Il n'y a pas de problème. Ouais. Faut juste tenter un maximum, tenter plein de fois, et un jour, on touche la cible. Il faut faire. Ouais, voilà. Il faut faire, on en revient à il faut faire. Et du coup, ma dernière question, si tu avais le petit Mehdi de 10 ans à côté de toi, là, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais rien. Je le laisserais vivre tout ça et se rendre compte, ça a été beaucoup de souffrance, mais en fait, si je le prémunis de tout ça, finalement, est-ce qu'il est le Mehdi de maintenant ? Mais je dis, t'inquiète pas, un jour, tu seras plus tempéré, plus apaisé. C'est surtout ça qui est important. Fais-toi confiance aussi. Voilà. Et profite des gens. Profite encore plus des gens tant qu'ils sont dans ta vie. Génial. Merci beaucoup, Mehdi. Merci, Vanda. Pour tout ce parcours. Peut-être qu'un jour, on fera une partie 2 parce qu'il y a encore tellement de questions. Mais bravo pour tout ça. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Et à très bientôt, du coup, chez Maslow 2. Maslow Temple, oui. Merci, Mehdi. Ciao. Merci d'avoir écouté Avec Vanda, le podcast. Si cet échange vous a inspiré, dites-le moi. Laissez 5 étoiles, un commentaire ou partagez-le autour de vous. C'est vraiment ce qui l'aide à grandir. À très bientôt pour une nouvelle dose d'audace et d'inspiration.